Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour 107%, mesdames et messieurs. Putain, j'ai toujours pas réglé le problème du chat. Bonsoir tout le monde, bonjour plutôt. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve une fois de plus pour parler de Formule 1, pour vous accompagner sur ce déjeuner du jeudi midi, avant le Grand Prix eh bien d'Émilie-Romagne, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Grand Prix qui se déroulera donc sur le circuit d'Imola en Italie, que l'on connaît bien. J'ai un run tech là qui me saoule depuis tout à l'heure. Il peut faire des dingueries, il a la main sur le switch d'internet, etc. Donc autant vous dire que le live peut se couper d'un instant à l'autre. Hein. Enfin bref. Donc du coup on se retrouve pour ce petit live. Enfin petit live. En vrai la dernière fois, à chaque fois je vous dis ouais ça va durer 1 heure, 1 heure et demie, tranquille, etc. Mais en fait rien du tout. Merci beaucoup Aquarius pour les... Oh là là c'est magnifique ça. Oh là là 10 subs offerts. Ça c'est beau ça. Ça on adore. Ça on adore. Merci beaucoup Aquarius pour les subs. Ça fait giga plaisir. Donc du coup pas mal de choses à parler sur ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. En vrai j'ai pas mal de grosses news. On est sur un week-end de course sprint. Alors du coup je vais vous expliquer ce que c'est que la course sprint dans ce live. On va parler un petit peu des améliorations qu'il pourrait y avoir ce week-end. On va parler de l'affaire As et Uralkali. Ça me paraissait intéressant d'en parler. Et puis je sais plus si j'en avais parlé en live. Je sais plus si on avait abordé le sujet de l'arrivée du groupe Volkswagen en live, de Porsche et Audi notamment en F1. Donc voilà, écoutez, c'est un petit peu le petit programme. On va faire un petit en bref, puis il y aura le moment du jeu. Tout de suite le jeu avec The Bet évidemment, pour pouvoir parier. Ça va être très compliqué de parier je trouve ce week-end, parce que il y a la qualif le vendredi, il y a la course sprint le samedi et il y a le Grand Prix le dimanche. C'est compliqué. En plus, on va peut-être avoir des... Enfin, on a des voitures qui vont amener des améliorations, etc. Bref, il y a pas mal d'incertitudes, donc ça va être compliqué à mon avis d'y voir quelque chose de clair. Donc on verra. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Avant de commencer tout de suite, je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous avez regardé les stories sur Insta hier. J'ai reçu de l'équipement, on va dire, de sport automobile pour le coup. Des gants stand 21. Alors il n'y a pas que des gants, mais voilà, gants stand 21, absolument magnifique. Ça laisse présager quelque chose. Là-dedans j'ai les bottines. Voilà, montre le calbar. Il n'y a pas de calbar, c'est ça qui est terrible. Et enfin, la cagoule. Ça c'est quoi ça? Ça c'est les chaussettes. Hop. Bouge pas. Ça c'est quoi? Ça c'est le bas ça. Ça c'est le pantalon. Pantalon. Hop. Et le haut. Voilà. Comme ça on a tout. Sauf le calbar. Mais voilà, tout ça pour vous dire, pour vous présager de quelque chose, c'est que bon alors il va manquer quelque chose. J'ai pas le slip les potes, je suis désolé. J'ai pas le slip pour la combi inifugée, il va falloir que je trouve un slip en vrai. Un petit tanga inifugé. De ouf. Donc du coup effectivement j'ai acheté un ensemble d'équipements pour pouvoir courir tout simplement en sport automobile. Puisque vous le savez, on fait la F4 avec l'event de Squeezie, etc. Mais le week-end du Grand Prix de Pau, qui sera donc du 6 au 8 mai, eh bien non seulement je serai présent à Pau, mais en plus je roulerai en Twin Cup. Voilà, donc je vais disputer ma première course automobile de mon existence en Twin Cup à Pau. Autant vous dire que ça va être ça va être quelque chose. Oui, la Twin Cup, c'est la Renault Twingo. Ça va être assez incroyable, je pense. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Bon, je connais le circuit, mais je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Donc ça va être je sais pas, on verra. En tout cas, je vais vous vlogger tout ça. Il y aura ce qu'il faut, vous inquiétez pas. J'emmènerai, pour cette fois, j'emmènerai Runtech avec moi justement. Donc voilà. Et puis là, tout à l'heure, j'irai m'acheter un casque, parce qu'il faut aussi un casque homologué pour le sport automobile, puisque le casque que j'ai moi, vous savez, le Arai. Le Arai en fait, il est homologué que pour le karting, juste pour le karting. Donc il faut que j'aille acheter un casque de sport auto, voilà. Et puis on me passera un Hans, donc vous inquiétez pas, ça
Ça, ce sera tranquille, mais je vous en reparlerai. Le casque, non, je sais pas si je le peindrai. Et en revanche, oui, bah du coup, vous avez vu les sous-vêtements. Mais évidemment, il manque la combinaison. Donc la combinaison, elle va arriver aussi. Elle a été faite sur mes mensurations. Pareil, vous inquiétez pas, je vous ferai une petite vidéo des usines, enfin de l'atelier Stand 21, de plein de choses, etc. Comme ça, au moins, bah moi j'ai mon équipement, ça me fait kiffer, etc. Donc ce sera pas mal. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce début de live. Je vous propose de passer directement. Alors attendez, hop, on va couper ça. Tac. On va commencer rapidement sur les news. Les petits temps bref, j'en ai quelques-unes, histoire de vous tenir un petit peu au courant. Vous savez, c'est les news un petit peu légères, voilà, de l'actualité, on va dire, de la Formule 1. Alors légère, on va pas commencer forcément par une news qui est très très légère. On va commencer par une news qui fait pas forcément giga plaisir, puisque on va parler de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui s'est fait tirer sa Richard Mille qu'il avait au poignet, une Richard Mille qui valait à peu près un peu plus de 300 000 $ ou euros, il me semble. Donc c'est assez énorme. Il était en Italie avec son physio, celui qui s'occupe de sa condition physique, etc., de plein de choses, qui s'appelle Ferrari d'ailleurs. Ils étaient en Italie et puis pour faire une photo avec des fans, etc. Il s'est fait subtiliser sa montre alors que ils étaient un petit peu dans le noir parce que ils étaient dans une rue qui était pas bien éclairée ou quelque chose comme ça. Effectivement, bien le cher Charles Leclerc vient de se faire voler une Richard Mille à 300 000 € quand même, ça fait cher. À noter que je crois que c'était Lando Norris, si je dis pas de bêtises, qui lui aussi s'était fait voler sa Richard Mille à la finale, en sortie de stade de la finale de la de quoi, c'était l'Euro 2020 du coup. Et je crois que la Richard Mille elle valait combien, 50 ou 70, je sais plus. C'était sans violence à chaque fois, oui. Norris, je crois que c'était sans violence, mais bon, je pense qu'on a dû lui dire t'es gentil maintenant, mais tu me la donnes. Je pense, et Charles, je pense qu'il se l'est. D'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu, après je sais pas. D'après ce que j'ai compris, c'est en mode il se l'est fait subtiliser, tel Arsène Lupin, j'ai l'impression. Donc il s'en est. En fait, il est remonté dans sa bagnole, il s'est rendu compte qu'il avait plus la montre au poignet, donc t'es là, tu fais ah merde. C'est aussi peut-être le problème d'avoir des montres qui pèsent vraiment rien, c'est que du coup tu sens pas le poids de la montre et et du coup tu sais plus si tu l'as ou pas. Mais ouais, la Richard Mille elle pèse rien, donc du coup Norris avait pas bien encaissé la chose. Charles, je sais pas s'il a mal encaissé la chose ou pas. Bonne question, mais bon, c'est jamais agréable de se faire tirer un objet de valeur, un objet que t'apprécies, etc. Enfin ça c'est vraiment pas cool, donc bon voilà. Donc bon voilà, c'est jamais cool, mais je sais pas si voilà, c'est dommage, c'est les petites choses qui arrivent, dont on se passerait bien, parce que bon c'est quand même pas ouf quoi. Deuxième petite news rapidement. Giancarlo, je vais la refaire. La deuxième petite news les gars, c'est Giancarlo Minardi qui devient le chef de la commission monoplace à la FIA. Giancarlo Minardi, vous savez, c'est un fondateur d'écurie de Formule 1. Minardi, c'était dans les années 90, début 90, quelque chose comme ça. J'allais dire les plus grands pilotes. Pas que les plus grands pilotes, mais plein de pilotes sont passés par cette écurie qui était, on va être honnête, abonnée aux dernières places du championnat du monde de Formule 1. Mais c'est là-dedans que, par exemple, Fernando Alonso a disputé sa première saison en Formule 1 en 2001 dans une Minardi. En fait, la Minardi, c'était un petit peu la F1.5 grosso modo. C'était la Haas alors pas d'aujourd'hui du coup, mais c'était la Haas de, je sais pas moi, de l'année dernière ou de l'année d'avant. C'était compliqué. Mark Webber a marqué ses premiers points en Australie en 2002, si je dis pas de bêtises, avec la Minardi. Il y avait quelques petits trucs, tu vois. Donc voilà, la Minardi, c'est quand même un grand nom entre guillemets du sport automobile. Enfin, on va dire plutôt de la Formule 1. Un grand nom, je sais pas, mais un nom quand même connu. Qui est devenu aujourd'hui. Enfin, qui est devenu ensuite Toro Rosso et qui aujourd'hui est donc Alpha Tauri, dont l'usine est à Faenza, pas très loin d'Imola, où on va ce week-end. Donc voilà. Et Giancarlo Minardi. Et d'ailleurs, je me demande si Giancarlo Minardi a pas un rôle sur le circuit d'Imola non plus. Peut-être que c'est le cas, mais ça, j'avoue que je saurais pas bien vous dire.
En tout cas, il devient le chef de la commission monoplace de la FIA. Ça veut dire que c'est lui qui est on va dire qui a le rôle de dire ce qu'il faut faire en termes de pyramide, vous savez, de la monoplace. On a la F1, la F2, la F3 FIA, la F3 régionale. Donc régionale, on a Europe, Asie et Amérique, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on a les F4, plutôt nationales entre guillemets, mais tous les pays n'ont pas un championnat de Formule 4. Donc voilà, c'est ce monsieur, Giancarlo Minardi, qui va s'occuper un petit peu de coordonner un petit peu toutes les séries de monoplaces, etc. Grosso modo, voilà, c'était la petite annonce d'un rôle à la FIA qui vient d'être pourvu. Je sais pas si on dit ça, pourvu, voilà. Troisième news, mesdames et messieurs, on va parler de ce jeu. Oui, enfin, on va pouvoir parler un petit peu de ce jeu. On va parler de F1 Manager 22. On a les premières images de F1 Manager 22. Alors, c'est un petit peu c'est la licence officielle de la Formule 1. Avec un jeu de gestion d'écurie de Formule 1. Donc, on va pouvoir effectivement gérer. Alors je sais pas si on pourra gérer une écurie from scratch comme c'était le cas dans Motorsport Manager que vous devez probablement connaître, et puis on a énormément de nouveautés, plein de choses. Je vous ai pas fait de vidéo dessus, j'ai pas eu accès au jeu, j'ai pas eu accès au brief, etc. Machin, mais en tout cas il y a quelques screens qui sont apparus, en tout cas qui sont plutôt cool. Donc effectivement vous voyez qu'on se retrouve par exemple avec Pierre Hamelin si on est chez AlphaTauri. On a les vrais noms entre guillemets du staff des équipes de Formule 1, ou en tout cas des personnes qui sont importantes dans comment ça s'appelle, dans le staff des équipes de Formule 1. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a plein de choses, il y a les calendriers, il y a les circuits, il y a les courses. On va pouvoir développer les voitures, va falloir développer aussi les usines, va falloir gérer, on va dire, l'orientation de votre écurie, etc. Avec le conseil d'administration, va falloir gérer les finances, les pilotes, etc. Bref, il y aura beaucoup de choses. La petite blague, c'est qu'à un moment donné, parce que ça on l'a vu, c'est une alpha, hein, donc le jeu est en alpha, donc ça veut dire que le jeu est vraiment on est dans les premiers screens, donc là il y a énormément de boulot encore à abattre pour Frontier Development, qui est le studio qui fait ce jeu. Vous pouvez le voir, la tête de Charles Leclerc est particulièrement bien faite, même beaucoup mieux que sur les jeux de Codemasters sur F1 2021 notamment. Et donc on est que sur un jeu où typiquement on va pas forcément le voir voilà, de proches comme ça, par exemple. On verra ce qu'ils vont nous pondre encore, mais on verra comment ça se passe. Et dernière chose que je trouvais très intéressante, c'est au niveau de la stratégie, parce que forcément vous allez disputer des courses et justement vous allez pouvoir prévoir les stratégies de vos deux voitures, etc. Et je trouvais le screen vraiment très cool, parce que vous allez avoir donc les fenêtres d'arrêt au stand, grosso modo, un petit peu avant, un petit peu après. Et puis vous allez avoir un pace, un rythme que vous allez cibler entre guillemets, en disant bon bah voilà, il faut faire... faut que notre rythme soit de temps, et du coup ça va nous permettre de viser peut-être d'allonger un petit peu plus notre relais, ou d'essayer de garder un petit peu plus l'espérance de vie des pneus, etc. Bref, il y a, je pense, énormément de belles choses à faire, donc faudra voir un petit peu comment ça se passe. On a eu les premières images, je trouve ça vraiment plutôt cool. Donc c'est pas une copie de Motorsport Manager, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est beaucoup plus nerd entre guillemets pour la F1 que peut-être Motorsport Manager. Et Motorsport Manager était un super jeu, donc j'ai hâte de voir. Je sais pas si on a une date, je crois pas qu'on ait encore de date de sortie de ce jeu. Ce qui me permet d'enchaîner très rapidement, très rapidement, c'est que ce soir à 17 h je crois, si je dis pas de bêtises, on a le premier trailer du jeu F1 22, puisque c'est pas 2022, ce sera F1 22, donc cette fois-ci le jeu de Codemasters où on va pouvoir piloter la Formule 1, etc. Donc voilà, on verra ça ce soir. Mettez ça dans vos petits agendas tranquilles. Et puis voilà, donc dans un jeu sur F1 de 22 qu'on va voir ce soir, vous conduisez la voiture, vous pilotez la voiture. Dans F1 Manager 22, vous managez l'écurie, mais vous ne conduisez pas.
Voilà un petit peu la chose. Donc voilà, c'est un jeu de gestion, un petit peu à la Football Manager si vous préférez, si vous connaissez, etc. Donc je pense honnêtement que c'est probablement l'un des jeux qui va moi le plus m'attirer, plus que F1 22. Après j'ai encore une fois hâte de voir ce que ça donne. Pas de date de sortie pour F1 Manager et F1 22, je pense qu'on devrait l'attendre aux alentours de l'été. Probablement une sortie prévue pour, je dirais, le Grand Prix de Grande-Bretagne par exemple, parce que généralement c'est un petit peu... ils essaient de un petit peu tout coordonner en termes de com. Voilà ce que je voulais dire. Autre news, quatrième news, on va parler justement des tests Pirelli, qui a d'ailleurs pas mal de mal à trouver finalement des dates dans ce calendrier qui est de plus en plus rempli pour pouvoir faire des tests avec ses propres pneus et avec les monoplaces de cette année notamment, et avec les équipes pour pouvoir justement améliorer leurs produits en prévision de l'année prochaine, en prévision peut-être d'ajustement on va dire pour les prochaines courses, etc. Mais effectivement voilà, il y aura 3 équipes qui vont rester après le Grand Prix d'Imola, qui vont rester à Imola, qui vont faire des tests de pneus. Ces 3 équipes sont Red Bull, Ferrari et Alpine, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va avoir effectivement des tests Pirelli dans la saison, mais c'est compliqué de trouver des bonnes dates, etc. Est-ce qu'on n'avait pas une date? Voilà, on a quelques dates quand même. Alors t'es gentil mais non. On a quelques dates, donc voilà, effectivement on a Imola, comment ça? Bah c'est pas Red Bull et... Bah, je croyais que c'était Red Bull et... Alors my bad, j'ai dit une énorme connerie. J'étais sûr que... Attends, il date de quand l'article? 19 avril, oui, non, c'est ça. Attends, j'ai un doute. Où est-ce que j'ai vu... J'ai vu qu'il y avait 3 équipes qui... Putain, mais alors attends, mais ça date de quand mon truc? Bah non, oui, il y a 3 équipes. Pourquoi il n'y a pas Red Bull? Ok, bah my bad alors. Ok, non, my bad, c'est moi qui ai dit de la merde. Ok, ouais, hein, mais je croyais qu'il y avait 3 équipes. My bad, en fait j'ai dû lire un truc en diagonale et pas faire gaffe. My bad les gars. Donc effectivement, alors... y a plusieurs équipes qui vont donc bien rester après le Grand Prix d'Imola. On aura donc AlphaTauri, Alfa Romeo et Alpine, donc ça c'est sûr pour le 26 avril. Donc ce sera le lundi si je dis pas de conneries. Fais voir. Non, ce sera le mardi, oui pardon. Ce sera le mardi. Donc le mardi, on aura AlphaTauri, Alfa Romeo et Alpine, et le lendemain on aura AlphaTauri, Alfa Romeo, Ferrari qui feront des tests. Le 24 juin on aura juste Ferrari au Mugello pour Pirelli. Le 12 juillet au Red Bull Ring, donc après le Grand Prix du Red Bull Ring, là aussi je suppose que ce sera sur mardi mercredi, on aura McLaren Williams Red Bull, puis McLaren Williams Alpine, et enfin après le dernier Grand Prix on va dire avant la pause estivale de cette année, au Hungaroring, donc en Hongrie, on aura Mercedes Aston Martin 2 fois, le 2 et le 3 août. Et puis enfin en septembre à Monza. Tiens, c'est marrant ça, à Monza. Pour faire des tests Pirelli, on aura donc Red Bull seulement le 13 septembre. Voilà pour les dates de tests Pirelli. Où d'ailleurs c'est aussi l'occasion pour les équipes de faire rouler notamment des jeunes pilotes. C'est pas forcément que les pilotes titulaires qui vont rouler sur ces tests Pirelli. On peut faire rouler aussi des pilotes de réserve, des pilotes, des troisième pilotes, etc. Et on peut notamment, pour ceux qui ont peut-être la super licence, je sais plus comment ça se passe, mais ceux qui peuvent avoir une super licence peuvent effectivement rouler là-dedans. Vous me posez la question, et As là-dedans, c'est une vraie question ça, j'avoue. Bien vu, il y a pas... Alors attends, faisons le compte. AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine, Ferrari, McLaren, Williams, Red Bull, Aston Martin. Il en manque 2 là. Il en manque 2, non? Relis plus haut, tu verras ce que t'as lu. Ah ouais? Mercedes et As. Non, Mercedes, ils sont là. AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine, Ferrari, pardon, McLaren, Williams, Red Bull, Mercedes, Aston, pardon, non, il manque juste As, my bad.
Il manque juste As, my bad. Ah oui, donc j'avais bien lu plus haut. Three teams, namely have opted to split their 2 days. Ah voilà, c'est pour ça. Ok, oui, ils ont voulu splitter leurs 2 jours de test, Pirelli. Il n'y a rien sur with only us not participating. Which opted out of last year running due to the expense of creating a mule car involved this time. Ah, ok. Ok, marrant. Bref, anyway, c'est pas grave, mais voilà. En tout cas, vous avez eu le calendrier. J'ai mal compté. Ça démarre bien ce stream. Dernière petite news. Enfin, petite. Peut-être grosse, ça dépend. Ça dépend si vous êtes fan ou pas. Carlos Sainz prolonge son contrat chez Ferrari jusqu'à fin 2024, donc pour 2 ans de plus. Sainz qui est arrivé donc en 2021 chez Ferrari, un petit contrat de 2 ans. Ça arrivait à échéance fin 2022. C'est renouvelé pour 2023 et 2024. Tant mieux, en vrai, ça fait une bonne paire avec Charles Leclerc. Il n'y a pas de problème, etc. J'ai cru voir passer un article il y a, je sais pas, peut-être quelques jours à peine, comme quoi les discussions entre Sainz et Ferrari avaient décroché, que ça, justement, il y avait eu un point d'arrêt. En fait, pas du tout, visiblement. Il n'y a pas eu du tout de point d'arrêt, fausse rumeur. Effectivement, donc le pilote espagnol qui re-signe pour Ferrari jusqu'à fin donc 2024. Tant mieux, petite place assurée chez Ferrari. Ce qui est intéressant, c'est que du coup ce petit Mick Schumacher qui fait partie de la Ferrari Driver Academy, qui, on va être honnête, à un moment donné ou un autre, il sera appelé à rouler peut-être chez Ferrari, ce cher Mick Schumacher. Bon, il y a des progrès à faire évidemment pour se développer, hein. C'est que sa 2e saison à Mick Schumacher. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de baquet de disponible chez Ferrari avant fin 2024 en tout cas. Je crois que Leclerc, il avait re-signé jusqu'à fin 2025, si je dis pas de bêtises, hein. Il me semble. Donc bon, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'est un beau line-up, hein. C'est un joli line-up qui va pouvoir... fin 2024 aussi pour Leclerc. Ouh. Ok. Bah du coup on verra ce que ça donne, mais en tout cas c'est un joli line-up, peut-être pour aller chercher des titres de champion du monde, bien nécessaire à Ferrari, puisque ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas été champions du monde. Dernière fois c'était 2007 pour les pilotes et 2008 pour les constructeurs. Voilà, ça c'était c'était donc le récap, les petites news en bref qu'on aime bien, pour vous donner un petit peu d'actu, etc. Un petit peu chaude, un petit peu légère, on va dire, en ce sens. Coupons la musique. L'heure est grave. De quoi on va parler 2024 aussi, Leclerc. C'était qui en 2026, je me dis bien. C'est pas Verstappen Ah, c'est peut-être Verstappen, ouais, en 2026. Absolument, ouais. Marquez peut-être un point là-dessus. Mick en PLS, on verra. Gasly, il va falloir taper le bon timing pour Hamilton. On verra. Oui, on a parlé de F1 2022, les gars. Annonce à 17h, je vous en ai parlé. Verstappen 2028 ? Attends. Ah mais oui. C'est Norris 2026. C'est Norris, exact. Oh, super, faudra que je fasse un récap des contrats à un moment donné. Oui, 2028. Putain, la vache. La pluie à Imola. Oui, en ce moment, il pleut pour l'instant à Imola. Il fait pas très beau. Je vous propose de passer à la suite parce que putain, le temps file. Hein. Le time file. On va parler un petit peu des courses sprint parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end est un petit peu particulier. Il marque le premier format, le premier week-end avec un format différent du format classique pour la 2e fois dans l'histoire de la Formule 1. On va parler donc des courses sprint. Alors c'est un format qui a existé, qui a apparu l'année dernière à 3 reprises. De mémoire, c'était sur quel Grand Prix? C'était sur Silverstone, Monza et Sao Paulo, donc Interlagos.
Qu'est-ce qu'on en pense de cette qualif sprint sur 2021, les gars? J'aimerais bien prendre un petit peu vos avis. Des courses en elles-mêmes, vous en avez pensé quoi de ce format de week-end? Et puis des courses en elles-mêmes. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis avant de passer à la suite. Mitigé, bof, je trouve bien, pas du tout, à chier, c'est de la merde, ça change. Sprint, j'aime pas du tout, je suis pas fan du tout, bof. En fait, je comprends pas trop l'idée, ok. Pas marquant, mais pas à chier non plus, d'accord. J'ai adoré, ok, intéressant. Bof, bof, ok. La remontée d'Hamilton, ok, j'aime bien. Une sieste sprint. Pas ouf avec les anciennes voitures à voir avec celles de cette année. D'accord, inutile, moi j'ai bien aimé. Pas top pour Gasly, oui, forcément pour Monza c'était compliqué. N'apporte rien, bien l'année dernière. J'attends de voir cette année, ok. À part Sao Paulo, c'était bien ennuyeux. Ok, intéressant. Je reconnais, je suis un peu mitigé. J'ai du mal à avoir un avis sur les qualifs sprint de l'année dernière. Si Alonso avait pas passé les pneus soft, je crois, à Silverstone, on se serait fait vraiment chier, qu'on soit bien d'accord. Parce que c'est le seul qui a mis un petit peu de piment, sinon tout le monde partait en médium et donc personne n'arrivait à suivre, surtout avec les voitures de l'année dernière. Monza, il n'y a pas eu énormément de choses, à part Gasly qui accroche, c'était quoi? C'était la voiture de Norris ou de Ricciardo, il me semble, et puis qui perd son aileron dans la courbe à Grande là. Autrement, ça a un petit peu shake-up vite fait l'ordre et encore pas grand-chose. Derrière, effectivement, Bottas a pris une pénalité moteur, donc du coup, il partait tout dernier et puis ça a mis Ricciardo en première ligne. Et puis, et aussi, finalement, au Brésil, c'est pas forcément le format de la qualif sprint. Mais on a eu une belle course entre guillemets parce que Hamilton a remonté, parce qu'on l'a obligé à partir dernier, puisque justement il y avait un DRS qui n'était pas légal. Donc bon, en fait je me dis la qualif sprint comme ça, comme on l'a vécu l'année dernière, à moins qu'il se passe quelque chose un peu en amont ou qui se passe un peu dedans, je suis pas tout à fait, je suis un peu mitigé, bof, je suis pas convaincu du concept. On n'a pas je sais pas si, je pense qu'en tout cas l'année dernière on n'avait pas les pneus pour suivre les autres voitures et puis attaquer comme des bourrins. Dans le concept, why not? Mais en fait, je pense qu'on n'avait pas les capacités techniques pour les voitures de pouvoir justement faire une course de karting quoi, sur 100 km grosso modo. Et puis il n'y avait pas forcément beaucoup de points. Pour vous rappeler justement un petit peu tout ça, on va parler un petit peu de la qualif sprint. Alors aujourd'hui, le format est comment? Le format, en fait, comment ça va se passer? C'est le vendredi, on va avoir donc une première séance d'essai libre, le matin, enfin début d'après-midi, on va dire grosso modo. 1 heure de séance d'essai libre. Le vendredi après-midi, on va faire donc une qualification. Exactement comme ce qu'on a dans le format classique, Q1, Q2, Q3. Donc Q1, Q2, Q3 le vendredi. Le résultat de cette qualification va donner l'ordre de départ, la grille de départ de la sprint, puisque maintenant on n'appelle plus ça une qualif sprint, on appelle ça juste F1 sprint. Donc c'est juste un sprint. Le samedi matin, on va avoir donc une deuxième séance d'essai libre. Alors on a encore du mal à savoir vraiment à quoi ça sert, parce que l'année dernière c'était aussi le cas. C'est compliqué parce que les voitures sont déjà un petit peu sous régime de parc fermé, donc on n'a plus trop le droit de toucher à plein de réglages sur la voiture, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis, donc le samedi après-midi, on a le format sprint. Format sprint, c'est quoi? C'est 100 km de distance de course. On a le choix des pneus, on prend les pneus qu'on a envie de prendre. On n'a pas d'arrêt obligatoire au stand. Et puis, le résultat de ce sprint va donner la grille de départ pour le Grand Prix de dimanche. Et donc, dimanche, Grand Prix de Formule 1, comme on a l'habitude de faire, etc. etc. Voilà un petit peu le format que l'on va avoir cette année à Imola. Donc, on n'a pas énormément changé par rapport à l'année dernière. Il y a déjà une dénomination. On appelle ça juste un sprint. On n'appelle pas ça une qualif. Et surtout, alors c'est juste peut-être, on va dire, cosmétique, entre guillemets, mais le vainqueur, on va dire le poleman, celui qui fait le meilleur tour en qualification le vendredi, sera bien le poleman, puisque l'année dernière, ça c'est pour vous embrouiller un petit peu plus, mais l'année dernière, le vainqueur de la course sprint était
désigné comme étant le poleman. Et donc, on va dire que le vainqueur de la sprint race de Silverstone, par exemple, l'année dernière, eh bien, c'était lui qui allait avoir, dans le livre des records de la Formule 1, la pole position pour le Grand Prix de Silverstone en 2021. Cette année, c'est différent. On va dire que le vainqueur de la sprint sera juste le vainqueur de la sprint. Mais par contre, en qualification le vendredi, ce sera le poleman. Voilà. Petite chose assez intéressante, c'est que effectivement l'année dernière, on était sur un système de points pour cette qualif sprint qui était 3-2-1 pour les 3 premiers en termes de points. Cette année, les 8 premiers vont avoir droit à des points et on va faire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc ça, c'est plutôt cool. Les 8 premiers ont des points, donc ça, c'est vraiment une bonne chose qui va permettre aussi de donner un petit peu plus d'enjeu à ce sprint. Donc ça, c'est plutôt cool, je trouve. Et puis, on sera donc à Imola pour le premier format sprint. Il y aura 2 autres formats sprint sur la saison. Ce sera au Red Bull Ring et une fois de plus à Interlagos au Brésil pour ce format sprint. Voilà, on fera donc une centaine de kilomètres à peu près de distance de course. Donc ça veut dire qu'on fait, on fait un tiers d'un Grand Prix grosso modo si vous préférez. Ce qui va équivaloir à 21 tours à Imola de course. Voilà. Pour le résumé, on va dire, de la qualif, du sprint en fait. C'est compliqué à trouver. Petite anecdote quand même, notamment au niveau de l'argent, parce que ça a été un point de discussion. On peut dépenser 150 000 euros de budget en plus, donc on autorise 150 000 euros de dollars de budget en plus par rapport au budget plafonné qu'on a chaque année par course sprint, parce que c'est dû à des choses de fonctionnement, etc., pour pouvoir faire la course, etc. Et puis on a droit aussi à 100 000 dollars de plus si jamais la voiture abandonne en course sprint. Et évidemment, on va ajuster si jamais il y a un gros crash et que c'est au-delà des 100 000 dollars de dégâts sur la voiture. Et bien effectivement, là, on ajustera l'enveloppe en fonction de chaque cas, évidemment. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'on peut dépenser un petit peu plus d'argent vu qu'on a des formats sprint qui demandent un petit peu des... j'ai perdu le fil de ma phrase, qui demandent justement un petit peu plus d'argent justement pour faire rouler les voitures. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Parce que je vois ça débat pas mal. Ça débat pas mal dans le 100K par bonne question par équipe ou par voiture. C'est une bonne question. Je pense que c'est par équipe. Comme ça, je dirais par équipe. Est-ce que gagner une course sprint compte dans le palmarès des pilotes ? Non, c'est une victoire sprint. Je suppose qu'on aura une nouvelle colonne, victoire sprint. En sprint, voilà. Mais ça compte pas comme une victoire en Grand Prix, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a les pneus pour Imola. C'est quoi les 3 gammes de ce week-end ? Bonne question, j'ai pas fait gaffe, je suis pas allé voir. On va aller voir ça tout à l'heure. C'est tout juste le prix d'un aileron avant, quoi. Oui, c'est pas grand chose. C'est quoi la règle pour les gommes en sprint ? On a le droit de partir avec les pneus qu'on veut. On n'est pas obligé de faire d'arrêt au stand. Voilà, donc c'est open bar. Grosso modo, c'est open bar. En vrai, je pense que dans la majorité des cas, les softs vont être peut-être un petit peu justes et les médiums devraient être pas mal. Mais je pense qu'on aura quasiment personne qui va partir avec les hards. Ça a absolument aucun intérêt. Le hat-trick correspond à quoi maintenant ? Alors dans ce format sprint, je suppose que le hat-trick correspond toujours avec la pole position qui est donc faite en qualification le vendredi, le meilleur tour en course pour le Grand Prix du dimanche et la victoire le dimanche. Vraiment, le sprint, c'est vraiment quelque chose à part qui va forcément influer à la fois sur le championnat en termes de points, puisqu'on récupère des points pour les 8 premiers, et influer sur la grille de départ du Grand Prix de dimanche. Voilà. Autrement, sur le reste du week-end, ça ne va pas influer. On est à 21 tours en sprint à Imola. Le sprint, c'est le samedi. C'est le samedi. Comme ça, on fait vendredi qualif, sprint samedi et Grand Prix dimanche.
Question con, sûrement déjà posée, mais je suis un. Audi, Porsche chez Volkswagen, c'est pour remplacer des écuries. On va en parler tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, reste bien présent s'il te plaît. Tu penses que les pilotes vont prendre des risques pour la course au sprint? Je sais pas, je pense que le fait qu'il y ait un petit peu plus de points, déjà ça oblige un peu plus les pilotes à prendre peut-être un chouïa plus de risques par rapport à l'année dernière. Le fait que là où tu finis ton sprint, c'est là où tu vas commencer ta course de dimanche. Donc je pense que quoi qu'il arrive, ouais, ça. Je pense que les pilotes vont prendre quand même un petit peu plus de risques. Faudra voir comment ça se passe. Quid de la pluie en sprint? Bah si jamais il pleut. C'est encore une fois c'est open bar, c'est comme on n'a pas de spécificité où on n'impose pas des pneus pour la qualif sprint, enfin pour la F1 sprint pardon. Du coup effectivement c'est tu fais ce que tu veux. La dotation pneus reste la même où il y a un train de pneus en plus. Bonne question. Je sais pas comment ça se passe. Je pense qu'il y a quelque chose de un peu plus particulier. On va aller voir ça. On va demander à Google. Hein. Alors, tires on track. Ah oui, d'accord, mais. Ok, bon, bah non. Très bien. Alors, ça donne quoi? On est sur du C2, C3, C4, du coup. Donc, on est sur le milieu de la gamme Pirelli. C'est ce qu'on avait à Bahreïn de mémoire, non? Il me semble. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est ce qu'on avait à Jeddah, peut-être. Oh, je me souviens plus. On impose plus de pneus tout court cette année, même en course normale. Probablement, oui. Attends, est-ce qu'il parle des pneus là-dedans? What's the format? Who's awarded pole position without practice? Ok, bon, d'accord, c'est pas... Alors, 12 sets of tire instead of usually... Ah, d'accord. Donc, ils auront que 12 trains de pneus par voiture. Très bien. Ok. Donc, effectivement, 12 trains de pneus. Pour la faire courte, on aura donc 2 sets de hard, 4 sets de medium et 6 sets de soft. Voilà. La question piège OMG. Ah non, mais alors, attendez, j'ai pas le... Moi, j'ai pas la science infuse, hein, sinon ça se saurait. Bien au contraire. Mais... Donc bon. Et s'il pleut, les gars, vous mettez vos... Le but du jeu, c'est d'arriver premier, et après, c'est toi qui choisis tes pneus. Hein, donc tu fais un petit peu... tu fais un petit peu ce que tu veux. Hein. Ce serait pas mieux de faire... Alors... Je vais pas rentrer dans ce qu'il faudrait faire de différent pour la qualif sprint. Je crois que je vous avais fait une vidéo là-dessus l'année dernière. Mais je vous prépare aussi une vidéo sur le format sprint de cette année. Après le Grand Prix d'Imola, pour un petit peu plus tard, je pense, dans la saison, une fois qu'on aura vu la première, le premier format sprint, histoire de voir un petit peu les améliorations qu'on peut avoir et tout. Donc voilà. Je reprends. Est-ce que tu penses que la FIA ne devrait pas enlever le DRS pour la F1 Sprint? Je sais pas. Encore une fois, je pense qu'il faut attendre. Je pense qu'il faut qu'on attende de voir comment ça va se dérouler à Imola. Imola, en plus, c'est un circuit où c'est pas facile de dépasser. Donc bon, ouais, on verra. D'ailleurs, en parlant de dépassement, je voulais... Alors, attends, est-ce que je l'ai sorti? Non, je l'ai pas sorti. En parlant de dépassement... je voulais aller chercher ça. Bougez pas. Hop. On va aller prendre les documents officiels de la F1. Pit Lane Drawing, Red Zone and Pirelli Preview. Oh, c'est sympa ça. Attends, fais voir. Ouais. C'est quoi ça? Je connais pas. Huh.
Ok, donc là vous avez l'ordre des garages, vous avez la fast lane, etc. Donc Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, Alpine, AlphaTauri, très bien. Blue Fly 1. Là on vous explique tout. Hein. Tac. Photographers Exclusion Zone. Ah oui, d'accord, ça rigole pas. C'est quoi ça? Ça c'est Pirelli. C'est un. Ouais. Ok. Intermédiate. Très bien. Oh, pardon. Oh, mais c'est trop bien ça. Je connaissais pas ce document. Attendez, je vous zoome. On a même les pressions des pneus. Pressure and camber. À l'avant, 24,5. À l'arrière, 21,5. Expected stabilize running. Oh, mais c'est trop bien ça. Mandatory race tires, C2, C3. Donc on est obligé de passer au moins le C2 ou le C3. Après, tu passes ce que tu as envie de passer. En course, pardon. Maximum heating. Mais c'est incroyable ça. C'est ouf. Tires note. General note. Excusez-moi les gars, mais là je découvre ce document pour la première fois. Je savais pas qu'il y avait ça moi. Mais c'est trop bien. Ok. Donc là effectivement, red zone. Je sais pas ce que c'est que la red zone. Faudra que je demande à un photographe. Safety car qui est placé. On vous dit même où est-ce qu'il faut que la safety car se gare et tout. Hein. Pit lane ends. Pit stop position. Ah donc As ils ont 3 garages. Alpha 3. Ouais, tout le monde a 3 garages grosso modo. Ok. F1 garages. Safety car first lap. Pit entry status panels. Ah, on vous met les panneaux pour savoir si t'as le droit de rentrer. Pit entry. Ligne de détection, ok. Putain, incroyable. J'avais pas du tout vu... Ok. C'était pas ça là-bas ce que je cherchais, hein, les potes. C'était pas ça, c'était la circuit map. Tac. On va se la prendre. Allô. Voilà. Alors. Hop. Le leak sur les pneus F la chaîne. Dommage, c'était bien. Ah non, mais ça, c'est des documents officiels qui sont disponibles pour tout le monde. Hein. C'est là où tu ne dois pas stationner. D'accord, ok. Merci Clem. Pourquoi 3 garages? Parce que généralement, on a une voiture, la place pour mettre un îlot central, une deuxième voiture, grosso modo. Hein, mais voilà. Mais ça, pareil, faudra que je vous en parle une fois, un jour. Alors, le DRS, je crois qu'on l'a reculé puisque l'année dernière, il était sur la ligne droite de départ arrivée. Il était sur la cellule de chronométrage, l'activation du DRS. Donc sur la ligne droite de départ arrivée jusqu'au virage 2, donc à Tamburello. Cette année, on l'active un petit peu avant, donc au niveau quasiment de l'entrée des stands du circuit. Donc on a une zone DRS un petit peu plus longue, ce qui n'est pas forcément mauvais parce que l'aspiration est un peu moins puissante, ça je vous le rappelle. Et puis la détection, elle se fait ici, entre le virage 15 et 16, ce qui est pas forcément plus mal, je trouve, parce que là on est en phase de réaccélération, donc ça va être un petit peu plus compliqué d'aller chercher le DRS chez le concurrent. Il y a une chose, ça veut dire que quand vous êtes en phase de défense, entre guillemets, quand vous êtes poursuivi, faut absolument pas que vous foiriez sur le virage 17 et 18, sinon c'est un dépassement gratuit que vous offrez, quoi. Donc ça rend le virage 17-18 un petit peu plus, je trouve, vénère, tu vois, pour le défenseur. Pour l'attaquant, ouais, ça veut dire qu'il faut bien faire l'effort dans la chicane 14-15, là. C'est quoi, c'est Variante Alta, si je dis pas de bêtises. Merci Noah pour avoir donné un petit sub. Donc du coup, intéressant. Je trouve que honnêtement intéressant. Maintenant, je sais pas si je sais pas ce que ça va donner. Je suis curieux. Vraiment, je suis curieux. Je trouve que c'est une autre manière aussi d'utiliser le DRS. Je pense que cette année, la F1 est pas mal en train de
de jauger un petit peu tout ça. Donc ouais, faudra voir en vrai. Moi je vais vous dire ce que j'en pense de tout ça. Merci Jojo pour le sub. Ce que j'aurais fait, et ça corrobore un petit peu la vidéo que je vous ai sortie hier sur le DRS. Ce que j'aurais fait pour le coup, et Verstappen avait dit, ça aurait été bien d'avoir une zone DRS entre cette chicane là et l'avant-dernier virage pour se rapprocher. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais enlevé la zone DRS sur la ligne droite de départ arrivée. En revanche, j'aurais mis une zone DRS en sortie de virage 4 jusqu'au virage 5. J'aurais mis une zone DRS... Alors, peut-être pas ici parce que là, ça devient tendu. J'aurais mis une zone DRS à la sortie de Aqua Minerali, donc entre le virage 13 et le virage 14. Et une zone DRS entre le virage 15 et le virage 17. Parce que l'objectif, c'est pas de rendre... C'est justement... Et vous voyez, je mets 3 zones DRS, hein. J'en mets pas une, j'en mets 3 les gars. Je mets 3 zones DRS en mode ici tu te rapproches et du coup bah tu peux peut-être faire les freins au virage 7. Là ici ça devient dangereux parce que t'es en montée machin et tout et le virage 9 en vrai il est un peu en aveugle donc un peu dangereux donc non. En sortie de virage 13 tu vas pas venir faire les freins au virage à la chicane ici mais tu vas te rapprocher. Et là, pareil, tu mets une autre zone DRS et tu vas venir te rapprocher, peut-être faire les freins au virage 17. Mais comme ici, t'as pas de DRS, ça donne l'opportunité à celui qui vient de se faire dépasser, entre guillemets, de venir refaire les freins au virage 2 et ainsi de suite, tu vois. Donc voilà. Voilà ce que je ferais. Sachant que celle entre Aqua Minerali et Alta, du coup, je crois, et la chicane 14-15, peut-être on peut l'enlever, tu vois. Mais... c'est assez court, mais je trouve que c'est intéressant parce que du coup, peut-être que ça peut servir. Peut-être que l'effet du DRS sera pas assez puissant sur cette petite portion de ligne droite, mais je sais pas. Ça tourne trop le 16 pour le DRS de rester ouvert. Je suis pas sûr. Je pense pas. Je dirais non. Ça doit quand même tourner pas mal, mais faut faire gaffe. Merci Noah pour le sub d'ailleurs. Voilà un petit peu le DRS. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez d'autres questions sur le format sprint ou pas? Rapidement avant qu'on passe à la suite. Mais voilà. T'as 30 minutes de ping ou c'est comment? Aïe aïe aïe, coup dur. L'aspiration n'est pas un peu cassée au T1? Comment ça, un peu cassé au T1? Non, t'inquiète. Comment marchent les points de la course sprint? Alors du coup, on est en point dégressif. On fait du premier jusqu'au 8ème. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Donc le DRS me paraît assez fort. C'est littéralement du tu passes maintenant. Nous attend le prochain tour. Ou attend le prochain tour, c'est ça? Les zones DRS que t'as dit sont intéressants aussi pour aider les équipes pour le marsouinage. Ah, c'est pas faux, ouais, tiens. C'est vrai, ça. Mais juste pour être sûr maintenant, à quoi sert la course sprint si on garde l'ordre de la qualif? Bah, en fait, le but du jeu... Alors oui, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé. Le but du jeu d'une sprint race... en fait, le but du jeu d'un week-end au format sprint race, c'est d'avoir chaque jour un enjeu, on va dire, pour les spectateurs qui sont sur place. Parce que quand tu regardes le format normal de la qualif sprint, comme c'est... Enfin, non, pardon. Quand tu regardes le format normal classique d'un week-end de Grand Prix, le vendredi, t'as que des séances d'essais libres. Donc t'as pas d'enjeu concrètement et... tu vois les voitures rouler, mais sans plus. Donc du coup, c'est pas forcément très intéressant. Le samedi, t'as la qualif et le dimanche, t'as la course. Donc il y a un enjeu en fin de journée, entre guillemets, le samedi et le dimanche. Là, le but du jeu, c'est à la fois de rendre, on va dire, d'avoir un peu plus de spectacle partout. C'est-à-dire que le vendredi, tu vas avoir une qualif en fin de journée. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que le vendredi, quand tu viens, eh bien, tu ressors de là, t'as quand même vu une pole position, etc. Le samedi, tu vas avoir une course. Le but du jeu de cette qualif
sprint, ou en tout cas de cette sprint race comme c'est le cas en 2022 et comme c'était le cas en 2021. Le but du jeu, c'est d'essayer de faire en sorte que les pilotes puissent pousser un maximum leur voiture pour pouvoir avoir un petit peu de spectacle, du dépassement, etc. Et enfin, t'as le dimanche avec le Grand Prix. À quoi servent les Free Practice 2 qui sont le samedi matin dans le format de sprint qu'on va avoir là? On se pose toujours la question parce que c'était déjà le cas d'ailleurs l'année dernière. C'est un peu compliqué, c'est un peu obscur là-dessus, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà à quoi sert, on va dire, grosso modo, la sprint. Derrière, si par exemple en sprint race on a absolument 0 dépassement, bah oui, techniquement ça nous a pas servi à grand chose, puisque finalement l'ordre d'arrivée, le résultat de la qualification du vendredi sera le résultat finalement de la grille de départ dimanche. Donc finalement t'es là, tu fais ouais, ça n'a pas servi à grand chose. Donc on verra. Le but du jeu, c'est que justement ça serve à quelque chose. Donc on verra. Qui a la pole? On l'a dit tout à l'heure, effectivement on a changé ça par rapport à l'année dernière. Celui qui fera la pole position en qualification le vendredi sera le poleman du week-end. Et donc, celui qui gagnera la sprint race le samedi sera juste le vainqueur de la sprint, point barre. Voilà. Comme ça, au moins, on se fait pas suer ou ce genre de choses. Voilà. Et puis, il y a un parc fermé, etc. Je rentre pas trop dans les détails, mais voilà un petit peu pour suivre, on va dire, le format de la sprint race de cette année, justement. Je vous le rappelle. Alors, dernière petite chose avant de passer à autre chose. La F1 voulait pousser à avoir 6 courses sur le calendrier au format sprint. Finalement, pour des questions de thunes, des questions de budget plafonné, etc., parce que ça coûte de l'argent, mine de rien, de faire rouler des F1 en course, etc. Enfin, c'est un peu plus lourd, on va dire. Ils sont pas mis d'accord, etc., parce que tu prends plus de risques. Quand tu fais une course, tu peux te retrouver dans le bac à sable, tu peux vraiment casser la voiture. Mais voilà, on devait en avoir 6. Finalement, les équipes n'étaient pas d'accord, donc on en a encore 3 cette année. On teste pas encore des formats, notamment de grilles inversées, qui sont un petit peu trop loin de la mentalité, on va dire, de la F1, qui sont un petit peu trop spectacle, entre guillemets. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Et en revanche, il y avait une autre possibilité. Et je sais plus c'était laquelle, notamment pour la sprint race, de rendre ça un petit peu plus croustillant, mais voilà. Donc le pilote en pole le vendredi est en pole tout le week-end? Non, il est en pole, il est le poleman du week-end. Il va démarrer la course sprint en pole, mais si à la fin de la course sprint il se retrouve 15e, il sera pas en pole le dimanche. En fait, chaque séance que vous allez avoir influe sur la prochaine. C'est-à-dire que la qualification du vendredi influe sur la grille de départ de la course du samedi, qui elle va avoir un résultat, et ce résultat va donner la grille de départ du dimanche. Voilà. Est-ce que pour les sprints, ce serait pas bien de faire une qualif sprint, justement, juste une qualif pour la sprint, et donc avoir une qualif juste pour le week-end? On parlait aussi de savoir si la sprint race ne devait pas juste être une sprint race à elle toute seule, sans aucune incidence entre la qualification, on va dire, du vendredi et la course du dimanche. Si tu veux, c'est grosso modo, on fait la qualif le vendredi, ça donne une grille pour le samedi, mais le résultat de cette sprint le samedi ne donne pas l'ordre de la grille de départ du dimanche. On reprend, entre guillemets, la qualif du vendredi pour faire le Grand Prix. C'est une possibilité, mais pareil, ils savent pas encore. Mais je reconnais que en fait, c'est à la fois c'est à la fois simple à comprendre et à la fois le bordel. Et c'est ça qui est relou, en fait. Donc voilà. Tel que c'est aujourd'hui, je vous résume le truc. Attendez, parce que là j'ai l'impression que j'ai perdu tout le monde là. Eh oh, revenez. revenez. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est le bordel. Déjà qu'un Grand Prix de Formule 1, un week-end de Grand Prix pour expliquer tout, c'est le bordel. Alors là, c'est compliqué. Le format sprint de ce week-end, il est très simple. Vendredi matin, début d'après-midi, on va dire, pour être bien carré.
Vendredi, début d'après-midi, free practice 1, essai libre 1. On teste les voitures comme d'habitude, pas de soucis, machin, etc. On a 1 heure, pas de problème. Vendredi après-midi, au lieu de faire la free practice 2, au lieu de faire les essais libres 2, on fait ce qu'on appelle une qualification. La qualification normale comme on connaît, Q1, Q2, Q3. Voilà. Le résultat de cette qualification donne l'ordre de la grille de départ de la sprint race du samedi. Le samedi, qu'est-ce qui se passe? Samedi matin, free practice 2. Voilà, on fait une séance d'essai libre le samedi matin. Me posez pas pourquoi la question, etc. Le samedi après-midi, on a la sprint race. On prend donc les résultats de la qualification de vendredi pour faire notre grille de départ du samedi. On fait 100 km, on choisit les pneus qu'on a envie de choisir. On fait 100 km de distance de course à peu près, ce qui fait 21 tours à Imola. Et le résultat de cette course sprint du samedi donnera l'ordre de la grille de départ du Grand Prix de dimanche. C'est bon? Ni plus, ni moins. Vous n'avez pas besoin de savoir autre chose. Histoire de pimenter un peu la chose quand même. Faut pas déconner. En sprint race, histoire de donner un petit peu de valeur, eh bien, on va donner des points aux 8 premiers. Dans l'ordre, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 premiers marquent des points. Le premier de la course sprint prend 8 points. Le 8e de la course sprint prend 1 point. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Donc oui, du coup, il n'y a que 2 séances d'essai libre dans le week-end. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je crois que c'est bon. Et donc, du coup, la pole position revient au pilote qui a fait le tour le plus rapide en qualification le vendredi. Le vainqueur de la course sprint sera nommé juste le vainqueur de la course sprint. Voilà. Et donc, du coup, le poleman de vendredi, si vous voulez, ne va pas nécessairement démarrer le Grand Prix de la pole position. Voilà. Est-ce que la FP2 dans ce format-là sert à rien? Peut-être. Est-ce que ce format doit s'améliorer? Probablement. Mais voilà, en tout cas, c'est là-dessus qu'on part. Ce qui peut être intéressant quand même dans ce format, c'est que effectivement, les équipes vont avoir peu de temps pour se mettre au point, donc elles plongent un petit peu dans l'inconnu, etc. En termes de réglage, etc. Donc ça peut donner des choses intéressantes, mine de rien. On verra comment ça se passe justement pour cette course sprint de Imola ce week-end. Le parc fermé commence dès le vendredi après-midi. À partir du moment où on rentre en qualification, on a un parc fermé un peu, j'allais dire, léger entre guillemets. Et on ferme le parc fermé à la fin de la free practice 2, donc le samedi matin, avant la course sprint. Là, c'est terminé. Donc effectivement, le parc fermé arrive très très vite. On a le droit d'ajuster 2-3 trucs, justement, en FP2, mais c'est tout. Donc oui, la FP3, les essais libres 3 du samedi matin, comme on a d'habitude, sautent. Absolument. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. On va ouvrir le dossier des améliorations. On va ouvrir le dossier. Vous savez quoi? On va ouvrir. Là, il y a vite fait. On va pouvoir vite fait en parler. J'aimerais bien trouver. Je sais pas où est-ce que je peux le trouver ce document, les gars. Si jamais il y en a qui savent, c'est que en fait depuis cette année, on va parler des améliorations qui vont arriver à Imola. Il y en a quelques-unes, mais il y en a pas des grosses. En fait, depuis cette année, les équipes de F1 sont obligées d'exposer leur voiture dans la pit lane pendant un certain temps pour que les équipes des caméras de télévision, etc. puissent venir et puis regarder les améliorations, etc. et faire des interviews avec les équipes, les ingénieurs et comprendre un petit peu ce qui change d'une course à l'autre. Et les équipes doivent notifier à la FIA, doivent donner, on va dire, des notes pour dire, bah voilà, on a modifié ça pour ce Grand Prix, on a modifié ça. Et je ne trouve pas ce document, justement, de savoir qui amène quoi comme nouvelle pièce sur leur voiture, etc. Donc oui, je demanderai à Julien Febro un jour, c'est pas con ça, tiens.
Ce serait pas mal de savoir où est-ce que je peux trouver ce genre de documents. On parle rapidement des améliorations, comme ça on en fait un petit peu vite fait le tour. Donc là c'est vraiment ce qu'on devrait voir, on va dire. On devrait voir donc quelques petites évolutions. Alors dans l'ensemble, je pense que à peu près tout le monde, sauf peut-être Ferrari, et encore c'est pas sûr, devrait amener des petites évolutions de leur voiture. Il n'y a pas de grosses pièces, il n'y a pas de changement fondamental. C'est vraiment des petits tweaks par-ci, par-là, des petits trucs qu'on va amener pour essayer de gagner de la performance, pour essayer de calmer peut-être le marsouinage ou ce genre de choses. Il va y avoir des évolutions du coup chez Red Bull, mais encore une fois, petites. Il n'y aura pas de gros package, hein. Ce sera juste des petites évolutions qui, grosso modo, finalement, vont faire partie d'un plus gros package qui sera amené au fur et à mesure, normalement. On va avoir donc des améliorations pour Alpine. Je sais que ça en parle dans le chat, mais les améliorations pour Alpine, c'est sur le plancher de la voiture. Donc, c'est pas un gros morceau. On va pas normalement amener un nouveau fond plat. Alors, ça dépend comment ils le gèrent. Peut-être que c'est un nouveau fond plat, mais l'amélioration, si vous voulez, c'est pas on va refondre totalement le fond plat de fond en comble. C'est juste un endroit spécifique sur le plancher de la voiture qui doit amener quand même de la performance et qui va amener un gain de performance assez significatif selon Otmar Szafnauer. Mais ils vont pas amener plein de nouveautés sur le fond plat. C'est-à-dire qu'ils vont pas prendre un fond plat, amener 15 milliards de choses différentes et dire voilà, on va amener le même fond plat qu'on a et on va changer un truc sur le fond plat et ça devrait nous amener pas mal de performance. Sachant que le moteur Alpine, d'ailleurs, en parlant de ça, est annoncé à 10 chevaux des meilleurs moteurs sur la grille aujourd'hui. Donc tant mieux, hein, ça continue de bien fonctionner en termes de perfo pour le moteur Alpine. On espère que ça continue dans cette lignée, donc ça c'est plutôt pas mal. Ferrari. Alors ils ont dit ouais, on n'apportera rien, machin, truc. Non, ils vont amener aussi des mini changements, des petits tweaks par-ci par-là pour tenter notamment de limiter ou de réduire le marsouinage de leur voiture. Les grosses améliorations seront plus tard dans la saison. Ce qui est assez intéressant, c'est que Fred Vasseur a notamment commenté cette manière de faire parce qu'au final, on a plusieurs manières de faire, d'amener des améliorations pendant une saison. Soit vous amenez à chaque Grand Prix des petites améliorations par-ci par-là, soit vous attendez un petit peu parce que avec le budget cap, c'est compliqué aussi d'amener chaque Grand Prix des grosses améliorations. Grosso modo, Ferrari attend. Pour l'instant, ils ont fait 0 amélioration sur leur voiture. Mais là, ils vont amener des petites améliorations et ils attendent encore quelques Grands Prix pour amener une grosse évolution un petit peu plus majeure, on va dire. Alors que chez Alfa Romeo, par exemple, on est en push pour apporter plusieurs petites améliorations plutôt que des gros packages de temps en temps. Parce que Fred Vasseur le disait à juste titre, c'est que là, on revient d'Australie. Donc en Australie, autant te dire que tu vas pas amener toutes tes évolutions là-bas. On arrive à Imola, course sprint, t'as que 1 heure pour tester ta voiture concrètement et les améliorations que tu peux amener dessus. Donc c'est très compliqué d'amener des grosses évolutions, donc tu vas emmener des petites plutôt. Ensuite on va à Miami sur un nouveau circuit en ville, etc. Donc pareil, peut-être un petit peu compliqué d'amener des améliorations. Ensuite on arrive à Barcelone, parfait, là on peut amener des améliorations. Puis on repart, je sais plus où, à Monaco ou... c'est quoi, c'est Monaco ou Canada peut-être, ou un truc comme ça. Pareil, un autre circuit où amener des améliorations c'est compliqué, donc où c'est pas représentatif, donc du coup on va se dire qu'on va peut-être amener plutôt un package fort appui aéro et donc on va voir ce que ça va donner. Donc si tu veux, ouais, pour choisir l'endroit où amener tes grosses évolutions majeures, c'est un petit peu complexe pour pouvoir les tester et dire ok là c'est bon. Donc vaut mieux amener des petites améliorations, c'est le choix de Fred Vasseur, en tout cas chez Alfa Romeo, d'amener des petites évolutions au fur et à mesure de la saison. C'est ce que fait Alfa Romeo, notamment aussi à Imola qui vont apporter quelques petites améliorations. AlphaTauri, pareil, ça apporte des évolutions sur la voiture. On est sur aussi des petites choses qui va notamment, selon Gasly, donner une vraie indication sur le reste de la saison en termes de performance pour l'AlphaTauri. Parce que je reconnais que l'AlphaTauri, on a du mal un petit peu à la situer, non, en termes de perfo pur. On la met dans le combat avec Alpine, As et Alfa Romeo. D'instinct comme ça on la mettrait plutôt un petit peu derrière parce qu'on n'a pas eu l'occasion de les voir vraiment briller parce qu'ils ont eu aussi des problèmes de moteur, donc du coup c'est un petit peu compliqué de voir. Donc on verra, mais ça va être un bon test en tout cas pour AlphaTauri Imola pour voir s'ils peuvent toujours se battre avec les autres en termes de développement, aussi en termes de rythme de développement, parce que c'est un peu compliqué quoi. Donc
Voilà, c'est... Ouais, je pense qu'on place peut-être AlphaTauri plutôt sur la fin du midfield plutôt que sur le dessus du midfield. Donc ça va être assez intéressant. Je sais pas si Mercedes apporte des améliorations. Je sais pas si McLaren apporte des améliorations, notamment avec Imola. En tout cas, c'est Norris qui disait que ouais, Imola pour McLaren, ça allait être peut-être un peu compliqué. Donc faudra voir comment ça se passe parce qu'il disait justement que l'Australie avait pas mal maquillé les problèmes qu'ils avaient. Donc bon, Merco apporte des améliorations. Ok, bon à savoir. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc en fait, j'attends. En fait, pour la prochaine fois, j'espère que j'aurai le petit document qui résume un petit peu les améliorations qu'on peut avoir chez les équipes les unes les autres. Peut-être qu'il n'est pas disponible le jeudi midi. Peut-être qu'il est plutôt disponible le vendredi matin ou ce genre de choses. Donc bon, c'est un petit peu compliqué. On enchaîne ? On enchaîne, mesdames, messieurs. Je voulais vous parler d'un garçon. On va parler de Nikita Mazepin et de Haas F1 Team. Parce que là, il y a un vrai sujet auquel je faisais écho la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. On va parler de pognon concrètement. On va parler de pognon, les gars. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ce cher Nikita Mazepin n'est plus en Formule 1, puisque Haas F1 Team a tout simplement mis fin au partenariat de manière unilatérale. Alors, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que Haas F1 a dit stop le partenaire. Stop le partenariat, c'est pas genre Uralkali, donc le sponsor de Haas en 2021, et puis celui qui finançait, on va dire, l'entreprise qui finançait la carrière de Nikita Mazepin, dont le père est ni plus ni moins que le patron de Uralkali. Haas a mis fin au partenariat à elle seule, entre guillemets. Ça veut dire que Uralkali n'était pas forcément d'accord pour dire non, nous on n'a pas envie de mettre fin au partenariat, quoi. Genre non, on veut continuer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les contrats, en règle générale, quand vous avez des contrats de sponsoring, de partenariat, etc., vous avez toujours des clauses pour tout ce qui concerne, on va dire, l'image, pour tout ce qui est les dégâts à l'image publique de l'une ou de l'autre entreprise. Par exemple, là, typiquement, c'est ce à quoi a fait appel Haas pour dire que, en fait, Uralkali, du fait que le patron soit un proche de Vladimir Poutine et qu'il y a eu l'invasion en Ukraine, etc., fait que ça dommageait, ça a entaché la réputation, la réputation publique de Haas et l'image de Haas. Et donc, du coup, Haas a dit, vu que ça endommage notre réputation, on met fin au partenariat, salut, bisous, au revoir. Ça veut dire que, grosso modo, Uralkali, vous avez merdé, donc du coup, on met fin au partenariat, ciao. C'est grosso modo une clause de sortie, si vous préférez. Donc vis-à-vis de ce contrat-là, ok, why not ? Très bien, ils ont le droit. Allez, gros, c'est chaud. En même temps, on est une équipe américaine, machin, tout ce que tu veux, etc. Mais du coup, ils disent, vu que vous avez fait de la merde et que c'est indépendant de notre volonté, enfin, vu que Uralkali et vous avez fait de la merde et que Haas, chez nous, c'est indépendant de notre volonté, du coup, on met fin au partenariat, mais on va garder le pognon. Bah oui. On va garder le pognon parce que nous, on n'est pas en tort. C'est vous qui êtes en tort. Donc, si vous êtes en tort, tant pis pour vous. Vous avez qu'à pas faire de la merde. Donc, nous, on garde le pognon. Ok, légalement, je parle juste juridiquement parlant. Ok, pourquoi pas. Je comprends. Parce que Uralkali a pas rempli la part de son contrat. Ça veut dire que Uralkali a entaché la réputation de Haas d'une manière ou d'une autre. Voilà. Moralement, bon, pas ouf, quoi. Pas ouf, tu vois. Genre, j'avoue, vu la situation et tout, t'aurais pu dire, l'autre, il a pas roulé, machin. Enfin, bon, c'est un petit peu dommage, quoi. Mais ça, on va y revenir. La deuxième chose, c'est quand même que Haas, et ça, je trouve ça assez incroyable, c'est que Haas demande 8 millions de dollars de dédommagement à Uralkali parce qu'en fait, ils perdent un sponsor. En fait, Haas, non seulement il garde l'argent d'Uralkali,
Tu vois, donc ils disent ok, vous avez fait de la merde, on garde vos 12 millions d'euros, je crois, ou de dollars, il me semble. Ils gardent les 12 millions, tu vois. Donc non seulement ils se débarrassent d'Uralkali, ils se débarrassent de Nikita Mazepin, ils gardent l'argent. Et en plus de ça, les mecs ils disent les gars, vu que on perd un sponsor qui du coup aurait pu nous rapporter plus d'argent entre guillemets, parce que en fait c'est là-dessus qu'ils jouent, ils disent bah on a un manque à gagner vu qu'on perd un sponsor. Vu qu'on a un manque à gagner, on veut 8 millions de dédommagement de votre part. Ah d'accord. ah bah alors. Donc t'es là, tu fais. Alors, d'un point de vue juste business, juridique, ce que vous voulez là, juste vraiment technique, je comprends. Honnêtement, je comprends. Parce que tu perds un sponsor, tu veux être dédommagé, un petit peu comme avec Rich Energy, tu vois ce que je veux dire? C'est tu perds un sponsor, ah bah ouais, mais du coup t'as un manque à gagner, du coup bonjour, argent quoi. Mais là, tu vires le sponsor sur le fait que bah y a un dommage entre guillemets d'un point de vue image, réputation, etc. Parce que Uralkali, Mazepin, Poutine et ce que tu veux. Mais en plus de ça, tu dis par contre, tu passes à la caisse aussi encore. Hein. Et là, c'est là où j'ai un petit peu du mal à comprendre parce que chez les Russes, ils ont été estomaqués. D'après des sources anonymes de certains journalistes qui sont dans le domaine de la F1, il paraît que chez les Russes, genre, ils ont écarquillé les yeux, ils ont fait pardon. Je comprends pas. Je comprends pas. Genre, tu te dis quand même pour un Russe, soit là en mode pardon, je comprends pas. Genre, c'est que les mecs sont vénères quand même, tu vois. Donc, ils ont en fait, As a envoyé une petite lettre à Uralkali en disant non seulement on vous rembourse pas, mais en plus on veut 8 millions. Et aussi vous aviez demandé la As 2021 de Nikita pour l'exposer dans votre hall machin. Ça pareil c'est non. Ah d'accord. Ah bah très bien. Donc voilà, en fait ça a tiré la gueule parce que grosso modo quand même chez Uralkali on a versé 12 millions. On n'a pas eu le service, c'est 12 millions pour la saison 2022 hein, je tiens à préciser. Du coup le Nikita, bon il est gentil mais il a fait un peu des tests à Barcelone pour lequel il n'a d'ailleurs pas été payé. Très bien. Mais alors, du coup, non seulement Uralkali a versé de l'argent, mais ne va pas avoir le bénéfice d'être présent sur la voiture, etc., pour la saison 2022 de Formule 1. Je suppose que là-dedans, on prend en compte aussi le fait que Nikita Mazepin ne va pas avoir son volant pour 2022. Donc, pareil, c'est... Voilà. Donc, en fait, il paye pour que dalle. Concrètement. Je termine. Parce que Nikita Mazepin a pris la parole vis-à-vis de ça à un moment donné. Il a dit attendez, il y a un petit problème là. Il y a un petit problème. Il a dit il fait alors attendez, vous parlez de valeur de la F1 là. Vous dites que vous voulez pas de Grand Prix en Russie. Bon, très bien, on annule le Grand Prix en Russie parce que on va pas dans un pays en guerre. Bon, ça, vous connaissez la question. Vous voulez pas de pilote russe alors que bon, la FIA a dit on veut bien que te laisser courir sous bannière neutre si t'es neutre vis-à-vis du conflit Ukraine-Russie. Très bien. Donc grosso modo, on veut pas de l'argent de la Russie, mais As va garder les millions et ils en redemandent aux Russes. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Donc finalement, le Nikita Mazepin, et c'est là où c'est terrible, c'est parce que c'est quand même pas forcément celui qui est le mieux placé pour parler, mais c'est quand même la mauvaise personne qui a tapé dans le mille. Hein, on va pas se le cacher. Donc du coup, t'es là, tu fais, mais donc du coup, attendez, on va au Moyen-Orient, là, en Arabie Saoudite, il y a des missiles qui explosent et tout. On demande de l'argent aux Russes, mais en même temps, on va pas en Russie. Je sais pas quoi en penser les gars. Vous voulez que je vous dise quoi? Le beurre, l'argent du beurre, la crèmerie, le cul de la... Voilà. Enfin vraiment genre... encore une fois, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il y a un monde. Il y a un énorme monde d'écart, encore une fois, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et je sais, vraiment c'est compliqué. En fait, je préférais qu'il n'y ait aucune prise de position sur
le sociétal entre guillemets, la guerre en Russie, machin truc, États-Unis vs Russie, tout ce que tu veux. En plus, bon, on sait que la F1 est tenue par les Américains. Là, on parle d'une écurie américaine, etc. Je préférais qu'il y ait absolument aucun message de valeur, etc. Et qu'on soit là à dire ouais, t'as la guerre économique, l'argent ceci, l'argent cela, machin et tout. Plutôt que de nous rabâcher des valeurs, etc., de crier ça tout haut, tout fort, et puis derrière de faire ça, moi ça commence à me tirer un petit peu par le... Ça commence un petit peu à me faire mal, quoi. Ça commence un petit peu à me prendre la tête. J'ai rien contre le cash is king, mais cash is king, pas de problème, mais alors à ce moment-là, assume, tu vois. Et moi, c'est plutôt ça qui me dérange à un moment donné. Et Nikita Mazepin fait très bien de montrer ça, parce que c'est pas en Occident qu'on va dire « Ah bah tiens, dis donc... on va te redemander 8 millions d'euros, du coup, voilà. » Donc bon, c'est... voilà, c'est... J'avais envie de vous en parler parce que ça corrobore un petit peu avec ce dont on parlait la semaine dernière, et notamment les problèmes qu'on a vus avec l'Arabie Saoudite, etc. Où est-ce qu'on met la limite, comme d'habitude? Où est-ce qu'on met la limite? Mais bon, alors bon, on peut aller sous la bannière « Ah frérot, donner ses données, reprendre ses volets. Bon, alors yes, but actualino, quoi, genre concrètement. Mais derrière, en fait, derrière, je sais et je comprends et j'accepte aussi quelque part, tu vois, que As fasse ça, parce que si j'étais à la place de As, je ferais exactement la même chose. Frérot, mais je vous le dis très clairement, hein. Demain, tu me mets à la tête de As, si je trouve un moyen de les enfiler, les Uralkali, mais t'inquiète pas que je le fais, hein. Enfin, je veux dire... voilà, tu veux que je te dise quoi? Donc bon, voilà un petit peu le... Voilà un petit peu la chose. Donc bon. Là, c'est de l'argent gratuit. Un petit peu. Mais... Donc bon, après, je me doute bien quand même que dans l'histoire, les gars, je pense bien que dans l'histoire, mine de rien, il y a des personnes bien plus importantes impliquées. Je pense qu'il doit y avoir le gouvernement américain qui doit être impliqué là-dedans. Il doit y avoir le gouvernement forcément russe qui doit être impliqué là-dedans. Enfin, je pense que ça dépasse le cadre de la F1 dans ce sens-là. C'est juste que j'espère que ça ne se répercutera pas trop sur la F1. Ça va être une bataille d'avocats, machin. Ça va aller peut-être au tribunal. Enfin, ça va être le bordel, quoi. Donc, on verra. On verra. Donc voilà, la petite news sur l'affaire As-Uralkali. Bon, je voulais vous... On va passer un petit peu à la suite. Quelle heure est 13h17. Qu'est-ce qu'il me reste? Oh, punaise. Pour une fois, on n'est pas trop mal, les gars. Bon, là, on risque de prendre du temps. Là, je vous le cache pas, ça va prendre du temps. Des remarques avant qu'on passe à la suite, vite fait, sur As, Mazepin, Uralkali, genre de choses. Comment ça se passe? De toute façon, Nikita va faire des tonneaux au Dakar. Bonjour à tous ceux qui rejoignent le chat. Je vois qu'il y en a plein qui rejoignent le live. Vous avez loupé pas mal de choses. Je vais pas vous le cacher, il est 13h18. On a commencé il y a un peu plus d'une heure. Vous avez loupé pas mal de choses, qu'on se le dise. Aucun retour en arrière est possible dans tous les cas pour Uralkali. Non, c'est très c'est très peu probable que Uralkali remette les pieds en Formule 1 d'ici peu, quoi. C'est As des gros rats. Nikita nous manque en tout cas. Quel pilote. Ah non, pardon, nous manque pas en tout cas. Quel pilote horrible. Ah, bon, ça c'est gentil pour lui. On nous dit que Nikita va faire les veines de Squeezie. Aïe 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 aïe. Aspect Crest Racing Team. Pas de politique, les gars. Pas de politique. En plus, hier, il y a eu le débat et tout. Pas de politique. Vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus. Pas de politique. Enfin, As Pécresse Racing Team ou As, pour faire la parité, As Jadot Racing Team aussi, du coup. On fait la parité droite-gauche chez moi. Non, y a pas de problème. Hein. Moi, je prends pas parti, les gars. Hein. C'est pas... J'ai mes opinions personnelles, mais je ne vous en fais pas part. Pas de politique. F1, pas de politique. Aïe, alors. Ah là là. Ah là là. Rich Uralkali Energy Racing Team. Là, on parle un peu plus. Oh là 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 là. En plus, je suis en train de mettre des postillons sur mon micro. Pas de politique, mais le sujet profond et politique.
Alors, yes, but actually no. Moi, je mets juste en valeur le problème entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Moi, derrière, je m'en bats les couilles. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, je vous mets juste en avant le fait que oui, il y a des gens qui prennent des thunes, qui ne rendent pas le service et qui ensuite en redemandent à d'autres sur un fond de, effectivement, politique, les valeurs, oui, non, machin. Moi, je vous mets juste ça, hein, les gars. Je suis pas là à prendre parti. Hein. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Pas la même chose. Enfin, bref. On peut parler de sœur actionnaire et coproprio Hamilton avec Chelsea. J'ai pas vu passer la news. On en reparlera peut-être la semaine prochaine si vous voulez. Mais Jadot est plus en FE. Aïe aïe aïe. Donne la thune Racing Team. Est-ce que Mazepin peut revenir en F2, notamment chez Hightech, qui est toujours sponsor Uralkali? En vrai, attends, je réfléchis. Oui, normalement, oui. Enfin, légalement parlant, ça pose pas un problème. Ça pose pas un problème. En tout cas. Donc bon, voilà. Alors oui, ceux qui arrivent pour la bande-annonce de F1 2022, de Sainz jusqu'en 2024, vous avez loupé le début. C'est dommage. Anyway. On passe à la suite. On passe à un sujet peut-être plus intéressant, peut-être qui va plus vous faire kiffer. On va parler de... je pensais qu'on en avait parlé déjà en live. Visiblement, non. On va parler de l'arrivée du groupe Volkswagen en Formule 1. Alors, le groupe Volkswagen en Formule 1, mesdames, messieurs. Premièrement, le groupe Volkswagen arrivé en Formule 1, ça fait un petit moment déjà qu'on en parle, notamment via l'intermédiaire en se disant que Porsche, ça commence peut-être à parler, à avoir des discussions, etc. Alors, sachez que déjà, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que le groupe Volkswagen, le groupe VAG comme on dit, plus précisément, le groupe Volkswagen en fait attendent la finalisation du règlement moteur qui va arriver en 2026. La finalisation de ce règlement, on devrait la voir apparaître vers juin de cette année, à peu près. On espère que fin juin 2022, on aura le règlement moteur pour 2026. Et une fois qu'on aura ce règlement moteur qui sera, entre guillemets, entériné, qui sera, ça y est, il sera publié, on va dire, eh bien, le groupe Volkswagen va pouvoir prendre sa décision pour faire une entrée en Formule 1 en 2026. Pour rappel, on a déjà un petit peu les prémices de ce règlement 2026 de moteur de Formule 1. On va garder le V6 turbo 1,6 litre de cylindrée sur les F1. On aura un MGUK qui sera un petit peu plus gros, qui développera 350 kW, en tout cas, a priori. On laissera tomber le MGUH. Donc le MGUH, vous savez, c'est le moteur générateur qui fait tourner le turbo, etc. Voilà. Et puis, on devrait voir un budget cap arriver aussi pour le moteur, notamment pour le développement du moteur, la recherche et développement, etc. On va avoir un budget cap pour le moteur pour 2026. Et puis on peut rajouter à ça aussi sur les autres piliers, on va dire, de la réglementation 2026 des moteurs de Formule 1. 100% biocarburant, alors sur un biocarburant qui est durable évidemment, de la puissance et puis forcément qui donne de l'émotion. Normalement on veut avoir un moteur qui soit bruyant, qui fasse plus de bruit, qui fasse plaisir aux spectateurs. Là on a pensé à nous les gars, et ça c'est bien, ça on adore. Voilà un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On parle donc de Porsche en tant que motoriste chez Red Bull depuis maintenant peut-être plus d'un an, je dirais, si c'est même pas plus. En tant que motoriste chez Red Bull, la F1, ça tombe bien parce que la F1 se dirige vers du biocarburant. Red Bull a son propre département, donc voilà. La F1 se dirige donc vers les biocarburants. Ça tombe bien parce que Porsche, du coup, eux, ils sont en train de construire et d'investir massivement dans cette technologie des biocarburants en faisant leur usine de biocarburants au Chili notamment. Mais Red Bull en fait a déjà de quoi faire entre guillemets tout seul, puisque ils ont recruté des pointures de la F1 en termes de motorisation, puisqu'ils sont allés piocher tout bonnement chez Mercedes.
Ils sont en train d'investir massivement dans des infrastructures pour pouvoir faire leur propre moteur. Et pour l'instant, jusqu'à 2025, eh bien, c'est Honda qui va fournir, entre guillemets, et entretenir les moteurs de Formule 1 de Red Bull en tant que fournisseur, hein, juste prestataire. Ils ne sont pas motoristes en tant que tels. Et donc, moi, ma question, c'est la première question que je me dis. L'intérêt d'avoir un sponsor Porsche, enfin d'avoir un partage de connaissances, on va dire, entre Porsche et Red Bull Powertrains, qui est donc la division moteur de Red Bull qui est en train de se construire. Qu'est-ce que ça va donner en vrai, tu vois, est-ce que vraiment Red Bull en a besoin? Est-ce que alors c'est banco pour Porsche parce que du coup il y a de la techno à récupérer, il y a pas mal de choses à discuter là-dessus. À quel point ce serait un plus pour Red Bull? J'avoue que je sais pas. Donc bon, on va voir. Honnêtement, je sais pas. Mais on va en reparler, vous allez voir. Il y a un petit twist qui est arrivé depuis quelques semaines. Le petit twist, c'est que Audi pourrait vouloir aussi rentrer en Formule 1 en même temps que Porsche. On se retrouverait avec la marque Audi et la marque Porsche investies en Formule 1. Un petit peu comme pour Porsche, hein, d'une certaine manière. On veut remplir le fameux slogan vos Schussprung durch Technik. Désolé, j'adore les Audi, pourtant j'ai trop de mal. J'ai trop de mal à retenir leur slogan. Donc du coup effectivement, ils voudraient rentrer peut-être en F1, mais on n'aurait pas ça en fait. On n'aurait pas Porsche et Audi qui partageraient, on va dire, un même moteur, grosso modo. On n'aurait pas un groupe Volkswagen qui va faire un moteur de Formule 1 et qui va le mettre à la fois chez Audi et à la fois chez Porsche, grosso modo. En fait, on aurait plus une alliance Porsche, Red Bull, / peut-être Honda, récupérer quelques trucs de chez Honda, et on aurait un moteur Audi fait maison. Donc en fait, on aurait une collaboration entre Porsche et Red Bull Powertrains, et de l'autre côté, on aurait donc un V6 purement fait maison de chez Audi. Alors, faut aussi prendre en considération que Porsche avait commencé à développer un V6 pour la F1 qui fonctionnait en tout cas, sans l'hybride. Et donc, Audi pourrait reprendre ce projet abandonné par Porsche il y a quelques années. Donc voilà. Alors, vous avez bien compris, là, avec ce que je vous montre à l'écran, c'est pas le cas, mais vous avez bien compris qu'on parle que de motorisation. On parle pas de l'entrée d'une équipe Porsche, d'une écurie Porsche ou d'une écurie Audi en Formule 1. Ce ne serait que des moteurs que le groupe Volkswagen ferait a priori. Je dis bien a priori. Pourquoi ? Parce que déjà, que ce soit pour Porsche ou que ce soit pour Audi, une entrée en F1 en tant qu'équipe coûte extrêmement cher, puisque faudrait débourser déjà 200 millions d'euros juste pour dire « Salut, je veux avoir le droit de participer ». Ensuite, il faut avoir les infrastructures, le personnel, pour faire à la fois un châssis, pour faire à la fois un moteur, et que faut faire fonctionner tout ça aussi, tu vois. C'est sans compter les autres programmes, etc. Alors oui, du coup, on sait qu'à terme, normalement, une écurie de Formule 1 pourrait être rentable, mais le fait d'investir et de construire de A à Z ton écurie de Formule 1 aujourd'hui, la rentabilité, elle va pas arriver tout de suite, elle va arriver bien plus tard. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'une association Porsche-Red Bull, et que du coup vous allez me poser la question, mais Audi, ils vont fournir leur moteur à qui ? Eh ben, on a parlé, fut un temps, de McLaren Audi, de Williams Audi, et peut-être, ce qui pourrait être intéressant, très intéressant même pour Audi, d'avoir Sauber Audi. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe Alfa Romeo Sauber ou Sauber Alfa Romeo, je sais plus, en fait, Sauber, dans laquelle est Valtteri Bottas et Guanyu Zhou, Sauber a vendu, entre guillemets, le nom de son équipe à Alfa Romeo pour être en Formule 1, grosso modo. En fait, Alfa Romeo ne détient absolument rien chez Sauber. C'est-à-dire que Alfa Romeo a une équipe, entre guillemets, en Formule 1, mais elle n'est absolument pas propriétaire. Alfa Romeo met juste son logo sur la voiture, point barre. Et elle paye pour ça. Mais dessous, grosso modo, dessous cette belle livrée Alfa Romeo, c'est une voiture Sauber. Voilà. Et donc on pourrait voir peut-être une association
dire Alfa Romeo, salut, ciao, belle, au revoir à tutti. On met un moteur Audi et on appelle ça Sauber Audi, comme ça avait été le cas dans les années 2000 pour Sauber, où c'était BMW Sauber. Voilà pour la chose. Donc on a un groupe Volkswagen qui veut rentrer en Formule 1 par la porte du motoriste, plutôt que par la porte de l'écurie. Et je pense que ça se comprend parce que d'une certaine manière, ça coûte forcément une blinde de construire une toute nouvelle équipe entière, etc. On parle de Aston Martin. On a parlé un petit peu d'Aston Martin aussi qui aurait pu se rapprocher de Audi ou de Porsche. Finalement non, parce que Aston Martin a priori va aussi aller sur le chemin de construire son propre moteur pour peut-être 2026, ou en tout cas à terme c'est ce que voudrait faire Lawrence Stroll, ce qui est compréhensible de toute manière. Donc voilà un petit peu la chose. Alors pourquoi on confirme de plus en plus la présence d'Audi en Formule 1, c'est parce que du coup le programme en endurance pour Porsche et pour Audi, alors surtout pour Audi, a pris un coup d'arrêt. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour l'édition centenaire des 24 heures du Mans qui se courra l'année prochaine, on devait avoir la présence de Porsche et de Audi. Et a priori, pour l'instant, le projet Audi aux 24 heures du Mans, le retour d'Audi aux 24 heures du Mans, ça pue la merde. Parce que là, il y a déjà le proto Porsche qui est en train de rouler. A priori, le proto Audi, c'est bisous. A priori, le proto Audi aux 24 heures du Mans l'année prochaine, c'est bisous. Donc, ciao, bello, au revoir à tutti. Le problème, mesdames et messieurs, qu'on peut avoir, c'est que vous avez bien compris qu'on aurait donc deux manières différentes de faire un moteur chez le groupe Volkswagen. On aurait donc une collaboration entre Porsche et Red Bull Powertrains, et de l'autre côté, le fait maison chez Audi. La vraie question, c'est que comme Audi va motoriser, on va dire, admettons, une autre écurie de Formule 1, genre, je sais pas moi, Sauber, Williams, McLaren, est-ce que ça foutrait pas un peu le bordel de se dire que quand même, il peut y avoir quand même des fuites de données, d'informations, etc. entre Porsche et Audi. Et il est là le problème. C'est un deuxième problème. C'est que effectivement, pour assurer, on va dire, le problème entre le partage d'informations, on va dire, entre Porsche et Audi, personne ne peut rien dire parce qu'on est au sein d'un même groupe, donc ça va être compliqué, si vous voulez, de pouvoir attester et assurer le bon fonctionnement de ce genre de choses. Donc c'est un petit peu le bordel. En vrai, why not, hein, mais en fait, si Porsche et Audi construisaient ensemble le même moteur pour avoir une équipe Porsche, une équipe Audi, ça poserait aucun problème. C'est comme si vous partagiez, je sais pas moi, un moteur entre Red Bull et AlphaTauri, ce qui serait visiblement, probablement le cas si jamais Porsche rentrait dans la danse. Donc du coup, ça donne quelque chose un petit peu compliqué. La vraie autre question, et elle se pose maintenant du coup, parce que c'est vrai qu'elle ne s'est jamais vraiment posée, c'est que ça fait un nouvel entrant. En fait, vous savez, on a un règlement en Formule 1 pour les nouvelles écuries de Formule 1. Ok ? Donc une nouvelle écurie de Formule 1, ça doit payer, vous savez, la barrière des 200 millions d'euros pour pouvoir avoir le droit de dire « oui, je veux bien m'inscrire », etc., etc. Donc c'est ce qu'on appellerait un nouvel entrant. Vous voyez, qui doit construire lui-même son propre châssis, ses propres pièces, certaines pièces, notamment les ailerons, etc., machin, etc. Comme Haas l'a fait, comme qui l'a fait dans les dernières équipes à être venu. Fut un temps, c'était Marussia, etc. Bref. Mais du coup, pour le moteur, en fait, comment on définit un nouvel entrant ? Parce que, vous savez, on va un peu vers, on va tendre vers l'histoire du fonctionnement en franchise pour les équipes de Formule 1. C'est-à-dire que chaque équipe de Formule 1 va devenir, entre guillemets, une sorte de franchise. Et en fait, on se pose la question de savoir si, pour les moteurs, on ferait pas la même chose.
Parce que du coup, il y a des motoristes qui sont déjà présents, qui veulent protéger certaines choses, qui ont investi des milliards et des milliards d'euros dans des moteurs, et on n'a pas envie forcément que les petits nouveaux arrivent et d'un coup gagnent des grands prix. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait un petit peu compliqué. Donc du coup, on est en train de aussi se poser la question comment on définit ce qu'on appelle un nouvel arrivant, à savoir donc un motoriste. De savoir si Porsche est un nouveau motoriste, vu qu'ils vont faire une collaboration peut-être avec Red Bull. Audi sera un nouveau motoriste, mais à quel point ça va être le cas, etc. Enfin, est-ce qu'ils vont prendre des parts chez Williams, chez McLaren, ou est-ce qu'ils vont reprendre BMW Sauber, pardon, Sauber pour faire Audi Sauber. Voilà, c'est une vraie question. Donc on a deux gros sujets assez majeurs avec l'arrivée de Volkswagen en Formule 1. C'est premièrement, s'il y a deux projets distincts, comment on fait pour assurer que il va pas y avoir des transferts d'informations et de l'espionnage industriel entre guillemets facilité par d'un côté une collaboration Porsche Red Bull et de l'autre par Audi fait maison entre guillemets qui vont motoriser d'autres voitures. Et puis, comment on les définit, ces nouveaux arrivants ? Qu'est-ce qu'ils ont le droit, qu'est-ce qu'on leur donne comme facilité, qu'est-ce qu'on leur donne comme difficulté par rapport à ceux qui sont déjà présents, les motoristes qui sont déjà présents, à savoir Ferrari, Alpine, Renault du coup, et puis Mercedes. Je compte pas Honda là-dedans parce que Honda s'est retiré, donc on va dire Red Bull Powertrain. C'est de même manière, mesdames et messieurs, je tire un petit peu plus loin le fil. Red Bull Powertrains, ça va être un nouvel arrivant en 2026, entre guillemets. Et oui, parce qu'ils vont produire eux-mêmes leur nouveau moteur. De même manière que Aston Martin, si demain ils commencent à faire leur propre moteur, ils motorisent certes leur propre écurie, mais on va dire que ça va être quand même un nouvel arrivant motoriste. En fait, le truc, c'est que finalement, on a toujours fait un petit peu en Formule 1 la distinction entre écurie de Formule 1 et motoriste. Parce que Williams, McLaren, c'est pas des motoristes, c'est des écuries de Formule 1, des constructeurs qui construisent des châssis. Et ils ont toujours été à droite, à gauche pour récupérer des moteurs, etc., pour faire fonctionner leur voiture. Et du coup, effectivement, au final, on se rend compte que dans chaque écurie de Formule 1, à part peut-être Ferrari, je dirais, et peut-être même, allez, admettons, Alpine un peu moins peut-être, mais peut-être à part Ferrari et Alpine, au final, on a toujours différencié une écurie avec un motoriste, quelque part. Si vous regardez bien, Mercedes, l'écurie Mercedes, il n'y a pas les moteurs dedans. C'est une autre entreprise qui s'appelle HPP, High Powertrain Performance, il me semble, si c'est quelque chose comme ça, ou High Performance Powertrain. HPP, c'est l'entreprise qui fabrique les moteurs qui sont badgés Mercedes en Formule 1. Donc on pourrait avoir un petit peu la même chose. Et Red Bull Powertrain, c'est une autre entreprise qui va faire des moteurs de Formule 1 pour Red Bull et peut-être d'autres écuries. Donc voilà un petit peu la chose. Et Renault par exemple, alors pour Renault et Alpine c'est un petit peu différent, mais on peut un peu voir cette séparation là, dans le sens où la partie châssis elle est faite à Enstone en Grande-Bretagne, et la partie moteur, la motorisation a toujours été faite à Viry-Châtillon en France. Donc voilà, si vous voulez, il y a toujours une différence. Chez Ferrari, c'est peut-être un petit peu plus resserré. Les moteurs sont faits à peu près au même endroit où sont faits les F1. Donc il n'y a pas une giga grosse différence. Mais vous voyez un petit peu la chose, c'est que vraiment on a généralement deux entités assez différentes entre l'écurie de Formule 1 qui fait le châssis, la voiture, etc. et l'entreprise qui fait donc les moteurs de Formule 1. Voilà. Oui, Ferrari, tout est fait à Maranello, mais juridiquement parlant, je ne sais pas s'il y a une différenciation en termes d'entreprise, tu vois. Peut-être, dans un montage juridique, fiscal, ce que tu veux, machin. Voilà. Alors oui, je comprends que j'ai pu en perdre certains, mais je vous referai une vidéo un petit peu plus en détail sur Porsche, Audi et justement l'histoire des moteurs en F1. Pour que ce soit un petit peu plus simple pour vous. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions sur ce magnifique finalement sujet qui est super intéressant ? Des news pour Manicourt ? Non.
Red Bull Powertrain est à Milton Keynes. Oui, ils doivent être pas très loin. Mais ils ont construit une nouvelle usine pas très loin, oui. Absolument. Oui, on a déjà parlé du week-end à Imola. Genre, ils ont pas une petite plaque AMG assemblée à la main par, du coup. Ah bah, ouais, techniquement, non. Merci, Batino, pour ton sub. J'espère que tu vas bien. Pour toi, toujours un kiff de te suivre depuis la création de notre podcast. Eh bah, écoute, merci beaucoup. Les 200 millions d'euros payés avant d'être inscrit. Ouais, c'est en fait, entre guillemets, une barrière à l'entrée pour pouvoir s'inscrire au championnat du monde de Formule 1. Tu la changes quand ta coupe de cheveux? Jamais. J'aime beaucoup cette coupe. Est-ce qu'il y a des spectateurs à Imola? Probablement, ouais. Tu penses que le GP de France restera? On verra. Une association Volkswagen Andretti. Alors pourquoi pas non plus. Il paraîtrait que là aussi, on n'en a pas traité dans 107%, mais on parlait de Andretti qui voulait venir en Formule 1 et qui voulait se faire motoriser notamment par Renault. Donc on verra comment ça se décante au niveau de cette news-là. Donc quand est-ce qu'on aura 11 écuries? C'est une bonne question. J'ai aucune info. J'ai pas du tout regardé le dossier Andretti, donc à voir. Merci Maxino pour le Prime. Ça fait très gatekeeping et empêche plus d'équipes de venir qu'autre chose. Absolument, la barrière des 200 millions d'euros, justement, elle a ce but-là de faire en sorte que l'entrée en F1 soit difficile, parce que plus tu fais rentrer d'écuries en F1, plus tu vas diluer, on va dire, le cash prize, moins chaque équipe va gagner de l'argent, entre guillemets, ou ce sera moins élitiste, entre guillemets. Donc du coup, c'est naturellement que tu vas faire une barrière à l'entrée, entre guillemets, quoi. Merci Dadas pour ton Prime, merci beaucoup. C'est quoi le nombre d'écuries maximal qui ait lieu? Je crois que réglementairement parlant, c'est 12 max. Avant qu'on renégocie les accords Concorde, donc les accords entre la FIA, la Formula One Management et les équipes. Normalement, je crois que c'est 12 max. Donc il y a encore, entre guillemets, 2 places à pourvoir avant de revoir un petit peu le fonctionnement de la F1. Et quand je parle du fonctionnement de la F1, c'est comment on répartit les thunes, machin, etc., quoi. Qui prend les 200 millions? Les 200 millions sont versés à part égale, je crois, à chaque écurie de Formule 1. Donc grosso modo, quand je m'appelle Andretti et que je veux arriver en F1, je lâche un billet de 200 millions, c'est 20 millions par écurie. Grosso modo. Voilà, voilà. C'est du bizutage. Oui, c'est un bizutage un peu cher quand même, hein, mais est-ce qu'on pourrait être sur place au Grand Prix Explorer? Je vous ferai un petit live pour débrief un petit peu de la première journée, ce genre de choses. J'ai pas encore d'infos de savoir si vous pourrez être, si on aura du public sur le Grand Prix Explorer. En vrai, à terme, moi je serais pour, hein, ce serait trop cool, mais je vous ferai vous savez quoi, on fera un live Twitch pour que je réponde à toutes vos questions là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Qu'est-ce qui restait? Oh, c'est magnifique, il y a 43, on n'a plus qu'à faire comment ça s'appelle, on n'a plus qu'à faire un petit peu de jeu, les gars. On n'a plus qu'à jouer là maintenant. Attends, je regarde si j'ai tout fait. Bouge pas. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. Les en bref on les a faites. Oural Kali As, quelle histoire, mais c'est fait. Les améliorations de ce week-end c'est fait. La course sprint, pardon, la sprint race c'est fait aussi. C'est bueno. Alright. Je vous propose de jouer. Et la première chose que je vais vous faire, on va jouer avec TheBet, mesdames et messieurs, partenaire comme d'habitude. Point d'exclamation TheBet dans le chat, évidemment, si vous voulez vous inscrire. Voilà. Avec le code de promo Despiello. Alors vous rentrez évidemment pour vous inscrire, hein, vous rentrez votre nom, prénom, etc. Vous avez plein de coordonnées à rentrer, etc. Et dans code promo, que ce soit en majuscule ou en minuscule, Despiello.
Et normalement, ça fonctionne. Je précise, mesdames et messieurs, pour nos amis belges notamment, parce que The Bet m'a dit ça. T'as leak ton numéro. Non, c'est pas le mien, malheureusement. Je précise pour nos amis belges que vous avez un autre code promo, parce que le code promo que Despiello tout court ne fonctionne pas en Belgique, mais on vous a fait un autre code promo, les gars. On vous a fait un autre code promo qui s'appelle Despiellob. L-O-B-E à la fin. Despiello, B-E à la fin. Despiellob. Voilà, ça c'est pour vous inscrire si jamais vous êtes en Belgique. Justement, arrêtez de spammer point d'exclamation. Vous êtes infernaux. Despiellob, non. je vous le mets dans le chat. Voilà, ça c'est le code promo de Despiellob. Non. Despiellob, pas Lob comme Sébastien Loeb, non. Despiellob comme des pieds. Despiellob, genre Despiellob. L-O-B-E. Voilà, mais en vrai, si vous voulez, on peut le changer. Hein. On peut le changer en Despiellob avec en mode Sébastien Loeb. Hein. Ça peut être gaulerie, ça aussi. Mais. Ah, vous êtes infernaux. Je suis mort. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous le réécris. Despiello BE. Voilà. Vous êtes infernaux. Voilà, là, vous me faites taper des barres. En vrai, vous me faites taper des barres. Je vais me connecter. C'est l'heure de jouer, les gars. J'aimerais avoir vos avis pour ce Grand Prix à Imola. Parce que... Merde, putain. My bad. Hop, tac, 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 tac. Voilà. Parce que honnêtement, les gars... J'ai fait 2 paris, mais c'est du gambling. Vraiment, là les gars, c'est du gambling. Là, je suis pas sûr de moi. J'ai pris des risques et j'ai joué en free bet parce que, justement, compliqué, quoi. C'est l'heure de parier. Alors, c'est l'heure de parier. C'est l'heure de vous rappeler, surtout, évidemment, que si vous ne prenez pas de plaisir à parier, très clairement, ne pariez pas. Que si jamais vous avez un doute, la réponse, c'est il ne faut pas y aller. Que c'est évidemment pour les plus de 18 ans que jouer ça comporte des risques et que il faut que ce soit un plaisir, que dans jeu d'argent il y a jeu avant qu'il y ait argent, hein. N'en faites pas un métier non plus, c'est une addiction qui a vraiment énormément de répercussions, donc faites attention comme d'habitude. J'essaie toujours de vous faire un message de prévention. Ne pariez pas vraiment, même parier en dessous de ce que vous vous permettez de pouvoir perdre. Faut que ce soit juste l'assaisonnement sur votre Grand Prix. Faut pas que ce soit autre chose. Faut juste que ce soit le petit assaisonnement qui fait que vous allez passer un bon moment. Voilà. Voilà les paris que j'ai fait, les gars. J'aimerais avoir vos avis directs. J'ai mis un Bottas top 6 en course, le Grand Prix dimanche. Et j'ai mis un top 3 de Fernando Alonso en Grand Prix dimanche. C'est what the fuck. Ah non mais on est d'accord, c'est what the fuck, hein. Là vous allez me dire mais t'es malade, t'es fou, machin, etc. J'ai mis en free bet parce que vraiment je sais pas ce qui peut se passer. Ça, en vrai, premièrement, le vendredi on a une qualif. On a une qualif le vendredi, donc il peut se passer déjà pas mal de choses. Le samedi on a une sprint race, il peut se passer plein de trucs. Et le Grand Prix dimanche, il peut encore plus se passer de choses. Donc t'es là, tu fais mais... Tu fais quoi? Je parie sur quoi, gros? Je parie sur quoi? Je sais pas. Je me suis dit, avec la bonne forme d'Alonso, avec le fait qu'il va y avoir des petites améliorations sur le fond plat de la Renault, de l'Alpine, pardon, que en vrai, l'Alpine, je pense qu'elle est pas si mauvaise que ça. En se disant que Alonso, il peut nous sortir une belle qualif, que sur la sprint race, il arrive à limiter la casse et qu'en Grand Prix, en jouant un petit peu avec la malchance d'une Red Bull qui va avoir un petit problème moteur, Inch'Allah, comment ça peut se passer. Un petit podium avec un petit alignement de planète en free bet à 5 balles, je pense que ça se tente. Honnêtement, la cote elle est à 9. Honnêtement, je pense que ça se tente. Je pense que honnêtement, ça se tente. En plus, j'ai regardé les températures du week-end. Il va faire froid. Hein. Il va faire froid. Hein. Ça va être compliqué à chauffer les pneus, les gars. Hein. Ça va être chaud. Hein. Et du coup, je me suis dit aussi, finalement, un petit Bottas avec l'Alfa Romeo qui, eux aussi, vont amener
quelques petites améliorations. Je me dis, en fait, une cote à 4,50, c'est ce qu'il y avait de mieux à parier pareil en top 6 parce qu'on ne sait jamais ce qui peut vraiment se passer là. Sur un week-end de sprint, c'est vraiment très compliqué. Sachez d'ailleurs que l'ANJ, je crois, ça s'appelle. Attendez, c'est l'organe qui régule justement les jeux d'argent sur Internet en France. Qui s'appelle, on m'a dit, comment ça s'appelait? Je vais vous dire ça. L'ANJ, ouais, c'est ça. En fait, a pas encore validé la sprint race du samedi. Donc du coup, TheBet propose pas encore ça. Ils sont prêts à le proposer, donc gardez ça en tête. Hein. Vous pourrez probablement parier sur la sprint race. Mais pour l'instant, en fait, ils l'ont pas encore validé, donc ils le font pas. Il paraît que sur d'autres sites, ça a déjà, alors que l'ANJ a pas encore validé ça a déjà proposé des cotes sur la sprint race. Donc bon, faites gaffe quand même, on sait jamais. Mais voilà. Ce que je voulais vous dire, notamment par rapport au top 6 en Grand Prix, en fait, ça a été compliqué de se décider parce que j'aime bien parler du top 6 parce qu'on se dit toujours il y a peut-être une ou deux voitures du top 6 qui peuvent se barrer à la régulière. Hein. Je parle des deux Ferrari, des deux Red Bull et on va se le dire des deux Mercedes qui sont un petit peu sur la sellette, tu vois. Donc il y a toujours une entrée possible dans le top 6 pour un des pilotes du midfield. Et donc du coup quand je regarde ça, je vois Alonso cote à 2,25. Norris et Ricciardo gardent leur bonne cote après le Grand Prix d'Australie, mais honnêtement, on va être transparent. Hein. Je pense que Daniel Ricciardo et Lando Norris, ils seront peut-être même hors top 10, ça se trouve. Et derrière, tu vois, tu as Ocon, Gasly et Bottas, et même Magnussen. Magnussen, Mick Schumacher, j'étais un petit peu moins chaud. Je trouvais ça un petit peu tiré par les cheveux de les voir dans un top 6, même si, why not? Je trouvais que le bon compromis, c'était vraiment Valtteri Bottas parce que l'Alfa Romeo est vraiment pas mauvaise. Je pense que ça peut aller chercher peut-être une bonne qualif. Franchement, c'est assez intéressant. Et du coup, oui, très clairement, un Ocon, un Gasly dans le top 6, ça rentre. Honnêtement, ça rentre. Mais du coup, la cote est moins intéressante que de parier sur Valtteri Bottas. Et là, le risque est peut-être un petit peu trop élevé pour Kevin Magnussen et Mick Schumacher. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va mettre Bottas top 6. Ça peut se faire. En vrai, ça peut se faire, tu vois. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Il y avait un Alonso à 2,25 en top 6. Et je me suis dit, bah ouais, mais du coup, c'est pas intéressant. Donc, autant prendre la cote au-dessus et de se dire, si vraiment il est donné comme ça, peut-être un petit Alonso top 3, tu vois, sur un beau podium d'Alonso à Imola. En vrai, ce serait beau. Hein. Et là, encore une fois, les gars, on est jeudi midi. On ne sait pas encore quelles sont les améliorations des voitures. On est sur un week-end format sprint. Donc, qualif vendredi, il peut se passer des choses. Sprint race le samedi, il peut se passer des choses. Et nous, on est en train de parier sur le dimanche. Donc, autant te dire la boule de cristal. On est sur la boule de cristal. Mais voilà. Donc, du coup, tu vois, un top 3 de... Après, c'est pas décollant. Hein. Regardez, vous avez top 3 de George Russell, top 3 d'Hamilton, top 3 de Perez. Il y a des petites cotes sur lesquelles se raccrocher histoire d'être un petit peu safe, on va dire, tu vois. Sur un top 6, c'était où? Et sur une victoire, j'ai regardé les vainqueurs. La victoire de Max Verstappen, la cote à 2,70, elle est alléchante. On va être tout à fait honnête, elle est vraiment alléchante. Parce que là, tu te dis, juste d'un point de vue pure cote, en te disant que Verstappen sera dans le coup face à Charles Leclerc, à 2,70 avant un week-end, c'est quand même intéressant, tu vois ce que je veux dire. Donc, et même Sainz au final, hein, parce que Leclerc, il n'est pas non plus invincible. On ne lui souhaite pas, évidemment, mais un Sainz qui sort son épingle du jeu à 6,75 la win le dimanche, c'est beau, hein. C'est beau. Donc voilà. Vous voyez, il y a quand même 2-3 autres cotes assez intéressantes, je trouve. Donc voilà. Voilà un petit peu les petits paris que j'ai fait moi ce week-end sur TheBet. Encore un grand merci à eux. Mais ouais. Donc ouais, je les ai pris en free bet parce que moi je savais que en fait c'est tellement incertain, il y a tellement de variables à prendre en compte. Vraiment j'ai mis du temps et j'ai eu du mal à réfléchir, à savoir ce qui pouvait être intéressant de parier ou pas. Donc du coup ouais, j'ai parié ça en free bet. Je vous en offrirai d'ailleurs des free bets
D'ici, allez, vous savez quoi, pour Miami, on se dit qu'on se fait des free... Attends, c'est quoi le prochain Grand Prix? C'est quoi? C'est Miami? Ah merde, Miami, je serai pas là. Ah attends, si Miami... Si, Miami, on fera le 107% avant. Donc ouais, vous savez quoi, pour le prochain, n'hésitez pas à vous inscrire déjà d'ores et déjà pour aller toucher vos petits bonus d'inscription. Vous avez jusqu'à 150 € de bonus d'inscription en rentrant le code DESPIELO. Pour nos amis belges, on a fait un code DESPIELOB avec BE à la fin de DESPIELO. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire tranquillement. Ça ne vous engage à rien évidemment. Et je vous distribuerai des petits free bets la prochaine fois au prochain live 107% Pépouze. Et puis la semaine prochaine, on regardera ce que ça donne justement ces deux paris. Voilà. J'espère. Touche du bois. On touche du bois. On touche du bois les potes. Et puis voilà. Putain, je crois qu'on a fini le live les gars. Est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce que c'est pas incroyable là? T'arrêtes de faire trembler le studio. Coup dur pour Renault. Coup dur pour Antech. Tu vas suivre l'annonce d'EA. Je crois que c'est juste le trailer qui sort ce soir. Donc bon, je regarderai. Le site de Paris c'est TheBet. Point d'exclamation TheBet. Z-E-B-E-T. Donc voilà. Non, l'annonce du prochain F1 c'est à 17h ce soir. Oui, il faut faire un premier dépôt pour le bonus d'inscription. Normalement, vous avez tout qui est bien expliqué, y a pas de souci. Si jamais vous avez un doute, on se refera je vous mettrai une petite vidéo dans le live. Je vous ferai une petite vidéo dans le live justement pour vous aider à vous inscrire si jamais vous avez envie. Avec grand plaisir les potes. Donc voilà. On veut la coop. Aïe aïe aïe. Bah je vais y aller du coup hein. On est sur le premier 107% pile dans les 2 heures mesdames et messieurs. Bah écoutez est-ce que ouais, j'ai même le temps de voir si on va pas faire un petit comment ça s'appelle un petit raid là. Qui c'est qu'il y a? On va raid le petit Zach Nani là. Voilà, on va aller faire un petit raid chez Zach. Comme ça, il parle de football, je crois, si je dis pas de bêtises. Comme ça, je vous laisse pas tout seul sur Twitch. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que j'aurai le temps de vous faire un live sur sur le Grand Prix Explorer. Comme ça, au moins, je répondrai à toutes vos questions, etc. Allez voir notre ami Zach Nani avec grand plaisir. Allez lui donner de la force, lui faire des bisous. Alors oui, on passe de la F1 au football. Bah voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, on se fait plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents sur ce live 107%. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et pour une fois, on est dans les 2 heures et ça, c'est absolument magnifique. Merci à vous d'avoir été présents. Je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et évidemment de nouveaux lives, notamment pour le Grand Prix Explorer. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.